Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Notre invité pour cet épisode spécial, il a plus de 40 ans d'expérience dans la gestion du sport étudiant et international. Il a été directeur du RSEQ pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches, directeur athlétique pour l'Université de la Colombie-Britannique et il a eu plusieurs postes de direction au sein du Rouge et Or de l'Université Laval. En 2023, il a été le président du comité organisateur du tournoi de qualification olympique NORCECA de volleyball intérieur féminin à Québec. En 2025, il est l'initiateur et le président du comité organisateur du tournoi international de volleyball intérieur masculin, Ligue des nations de volleyball, qui se déroulera ici, au Centre Vidéotron, du 11 au 15 juin prochain. Veuillez accueillir Gilles Lépine. Gilles Lépine, bienvenue au podcast Santé Sport. Bien, merci. Bien, je suis vraiment content d'être ici avec toi. Vraiment content. Puis merci pour ce que tu fais. Promotion de la santé puis du sport, c'est des choses importantes de ma vie. Puis vraiment content de le faire avec toi. Bien, merci beaucoup. Moi, quand on était au 2023, au tournoi de NORCECA, au PEPS de l'Université Laval, on a eu une discussion ensemble. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Puis tu m'avais dit, Félix, un des plus grands souhaits que j'ai, c'est d'avoir un tournoi international au Centre Vidéotron. Oui. Comment tu te sens aujourd'hui d'avoir réussi à amener les meilleurs joueurs de volleyball ici à Québec? Vraiment content. Je te le disais, puis je l'espérais. C'était un vœu, pas pieux, mais pas loin, dans ce sens que c'était gros pour moi. Je connais ça très bien, comme maniaque de volleyball, comme bien du monde, la fameuse VNL, la Volleyball Nation Leagues. Puis j'avais été voir à Ottawa, puis je me disais, mon Dieu, on pourrait faire ça peut-être chez nous. Alors, c'était un rêve vraiment très lointain. Et quand est arrivée cette opportunité-là, d'ailleurs, je peux t'en parler un petit peu, il y a maintenant 16 mois, 17 mois de ça, les gens de Volleyball Canada, suite au grand succès qu'on a eu au NORCECA, au PEPS de l'Université, comme tu viens de mentionner, bien, on m'a appelé en me disant, Gilles, est-ce qu'il pourrait y avoir de l'intérêt chez vous? On a entendu entre les branches qu'on pourrait recevoir 2 places au Canada, donc Ottawa, puis une autre place qu'on cherche. D'autres villes au Canada semblent intéressées. Et c'est là que j'ai commencé à cogner à quelques portes, parce qu'il fallait 5000 places. Au PEPS, 3500 à peu près. Donc, j'ai fait des recherches, puis là, ben, je pensais bien sûr au pavillon de la jeunesse, où, bon, ben, il y a 5000 places, mais je les ai appelés, très gentils, puis là, on me dit, M. Marois, il me dit, non, Gilles, écoute, c'est pas tellement haut, c'est 25 pieds, il faut un minimum de 40 pieds de haut. Alors, non. Mais tu pensais au Centre Vidéotron? Je regardais avec le sourire. Au Centre Vidéotron, vraiment. Et il m'a orienté vers Mme Dominique Goulet, qui est responsable ici de la programmation. Très gentille, elle aussi. Et Dominique, elle me dit, bon, elle m'explique, oui, ça pourrait être disponible en juin, etc. Wow, OK. Et c'est là que je la questionne, et c'est la possibilité, mais je dis, mais c'est très dispendieux. Elle m'a dit, la ville peut aider, ils appellent ça des journées communautaires, un peu comme il aide le tournoi d'hockey, puis oui. OK. Alors, j'ai écrit un bon petit message aux gens de la ville, leur faisant cette demande spéciale-là. Est-ce qu'on pourrait avoir des journées dites communautaires où ils paient une portion de la location, ce qui serait facilitateur? Et là, on me dit, oui, on pourrait faire ça. OK. Et là, j'ai appelé au gouvernement du Québec. On ne peut rien me promettre. Là aussi, des très bonnes personnes au ministère de l'Éducation que je connaissais déjà. Il faut demander des subventions pour savoir si la subvention pourrait être à la hauteur de ce qu'on a de besoin. Et là, on m'a répondu oui. Donc, succès au NORCECA, le Centre Vidéotron qui est libre, c'est un rêve, et il serait accessible, et une subvention gouvernementale qui aiderait beaucoup à entamer un budget réaliste. Alors, on avait tout en main. C'est là que j'ai rappelé les gens de Volleyball Canada en leur disant, je pense qu'on a un gagnant. Oubliez les autres villes au Canada, les Vancouver, Winnipeg et autres. Je pense qu'on pourrait faire ça ici. Et c'est comme ça qu'on a bâti ça. Et la confiance et la collaboration, les gens embarqués à plein. Puis il y a une fièvre dans la ville. J'essaie, dans mon rêve un peu fou, de faire de Québec le Omaha du Canada. C'est-à-dire qu'au Omaha, aux États-Unis, au Nebraska, ils ont des foules incroyables. J'ai vu des finales de volleyball à 17-18 000 personnes. Puis j'ai senti ça parce qu'on a eu du complet, complètement. Lors du NORCECA, là, on affichait complet à des matchs. Alors je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer 10 000 personnes venir voir ça? C'était mon rêve fou. Puis c'est ça s'est réalisé finalement. Alors c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Oui, puis au NORCECA, le PEPS, c'est à peu près 3 000, 3 200 à peu près de spectateurs, de places. Là, on fait x3. On fait x3. 5 jours. 5 jours. Alors, c'est quelque chose d'énorme. Puis en plus, quand on sait que
les autres villes qui vont se voir. Je peux peut-être expliquer la VNL, comment ça fonctionne. Ben oui, c'était ma prochaine question. Là. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas le volleyball, c'est quoi VNL? Oui, c'est ça. Alors, Volleyball Nation League, ce qui arrive, c'est que, je recule un petit peu, il y a 222 nations. On sait qu'à l'ONU, il y a 192 pays, mais 222 nations au volleyball. C'est un des sports les plus populaires au monde, avec 900 millions. Alors, imagine que 222 équipes nationales, mais ils prennent que les 18 meilleures. Alors, selon un classement, un peu comme au tennis. Alors, tu ramasses des points. Et les 18 meilleures équipes ont le droit de compétitionner dans la VNL. Et ils vont compétitionner une semaine d'arrêt, une autre semaine. Ils font ça 3 semaines, puis après ça, c'est la grande finale. Okay. Alors, ils distribuent 3 poules de 6. 6 dans 3 sites différents la même fin de semaine. Les 2 autres villes qui vont se voir, des villes qu'on connaît un peu, Rio de Janeiro et Pékin. C'est quand même quelque chose. Fait que Québec se situe là, dans les grosses villes du monde. Là. Absolument. Et donc, ils vont distribuer ces équipes-là qui sont faites pour un peu équilibrer, etc. Puis, je faisais une petite prière chaque soir, en espérant qu'on aurait la France, aussi le Canada, bien assurément, mais la France. Et la France, champion olympique pour 2 fois, et qui s'en viennent ici. Quand on sait comment le mouvement olympique français a été tellement populaire lors des Jeux, et puis qu'ils ont rempli à pleine capacité le stade, et on aurait donc l'équipe, la nation championne, qui viendrait faire un tour ici. Ça serait extraordinaire. Mais en surcroît, on nous a octroyé, dans cette distribution-là, 5 des 6 équipes, en incluant le Canada et la France, il y a 3 autres équipes qui étaient aux Jeux olympiques aussi. Et la 6e, c'est la Bulgarie, qui sont, comme l'expression, pas des piétilleries, là. On parle de grands joueurs dangereux. Alors, c'est vraiment incroyable qu'on ait 5 des 6 équipes qui étaient aux Jeux olympiques et la Bulgarie qui frappait à la porte pour entrer et qui ont un passeur incroyablement célèbre. Alors, ça aussi, ça va mousser de beaucoup l'intérêt des gens. Imaginez le prix que ça aurait coûté de faire un événement comme ça, comment ça coûtait d'ailleurs d'aller aux Jeux olympiques et de voir ces équipes-là qui s'en viennent chez nous. Aux Jeux olympiques, les gens devaient vendre un enfant s'ils voulaient avoir des billets. Là. Ça coûtait... Le logement, les billets d'avion jusqu'à Paris et tout. Dispendieux, puis même pour les Parisiens. Alors, tout ça pour dire qu'on est vraiment choyés, chanceux de voir ça. Et si ça va bien, on aura une entente sur 3 ans. L'année prochaine, par exemple, ce serait probablement les femmes et l'année d'après, les gars. Et à date, ça va vraiment bien. Une primeur sur le podcast Santé Sport. Mais non, c'est quasiment un mini-tournoi olympique qu'on reçoit là, à Québec. Absolument. Absolument. Les gens vont tellement être impressionnés. Le volleyball a cette belle capacité que tant chez les gars que chez les filles, c'est spectaculaire. Un peu comme le tennis, la comparaison que je pourrais faire. Mais chez les hommes, la hauteur qu'ils atteignent, des fois, t'en viens qu'à oublier que le filet est à 8 pieds, là, 2,43 m. La hauteur du plafond chez nous, puis les types ont le filet à la poitrine, tu sais, puis, mais la puissance, la frappe, comment ils peuvent récupérer des ballons comme ça? Et des services qui peuvent rentrer, dans certains cas, jusqu'à 125, 130 km/h. C'est une balle de baseball de 8 pouces et demi de diamètre qui vous rentre dessus. C'est assez impressionnant. Alors, les gens vont vraiment... Et les jeux en défensive spectaculaires, ils courent le ballon partout. Ouais. Et donc, les gens vont aimer ça, puis ils ramassent des points avec ça. Et donc, c'est un tournoi à la ronde. Hein. On comprend qu'ils vont jouer... il y a 6 équipes. On comprend que si je veux faire la ronde, bien, ça me ferait 5 matchs, mais ils vont jouer 4 des 5 équipes parce qu'ils ont le droit quand même à un repos là, sur 5 jours, là, chaque équipe. Alors, ça va être incroyable. Les gens vont réaliser comment du volleyball international, puis c'est un peu pas un peu, c'est beaucoup ma grande passion. J'ai eu la chance de le voir avec des événements internationaux, d'être aux Jeux olympiques comme analyste, d'avoir été directeur technique aux universiades, d'avoir vu ce volleyball-là de haut niveau de mes propres yeux. Puis là, je me dis, si je pouvais amener ça, je suis sûr que les gens de Québec vont vibrer. Puis on a une ville de sport. Alors, c'est là qu'est venue cette grande passion. Oui, une chose que j'avais remarqué, j'étais allé au volleyball de plage à Montréal il y a 2 ans. Il y a une Coupe du Monde 5VB. Là. Oui, Elite 16, effectivement. Elite 16, oui. Puis... Ce qui m'impressionne du volleyball, c'est des gars et des femmes de 6 pieds 7, 6 pieds 8, 6 pieds 9, mais qui sont agiles comme un petit gars de 5 et 10 comme que je suis. Là. Puis c'est des mastodontes, puis ils bougent. Mais ils ont pas... c'est pas grave. Là. Absolument. C'est tellement impressionnant à voir. Puis avec le centre Vidéotron, les sièges proches de même, on est proche de l'action. Ah oui. Il n'y a pas de bande, là. Exact. Il n'y a pas de bande, il n'y a pas de baie vitrée. Hein? Ah non, les gens vont vraiment être impressionnés. Puis il y a cette beauté du sport, où la verticalité. Hein? Tu sais, le ballon va monter très, très haut des fois dans les airs. Les gens vont aller chercher très loin. Ça meuble beaucoup un espace là, en termes de volume parce que le ballon se promène partout. Il n'est pas juste au ras du sol. Alors ça, les gens vont vraiment être impressionnés de voir ça. Quelle hauteur ça se joue, la finesse du jeu, la tactique. Tu sais, c'est comme toutes les équipes professionnelles maintenant. Ces joueurs-là sont des professionnels qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent à jouer dans les ligues professionnelles.
professionnels un peu partout dans le monde. Puis comme, par exemple, le championnat de hockey, ils vont se regrouper dans un même pays. Donc, c'est tous des professionnels avec une préparation d'entraînement, nutrition, tout ce qui va avec, les vidéos qu'ils doivent analyser. Alors, si je joue contre toi, ben, je sais que tu vas frapper plus sur la gauche que sur la droite, 60% du temps, comment je vais te contrer, comment je vais jouer en défensive, où on se place, etc. Alors, ça vient extrêmement raffiné, comme tous les sports poussés au maximum. Puis, c'est pas pour rien que c'est un sport qui n'arrête pas de grimper. Puis c'est un sport quand même très intense. Tu n'as pas le temps d'être sur ton cellulaire. Là. Non. Il y a à peu près 15-20 secondes entre chaque service. Le jeu est rapide. Il n'y a pas de pause publicitaire. Ben, je ne sais pas s'il va y avoir des pauses publicitaires. Mais pas longues. Mais pas longues. Donc, non, c'est vraiment un sport intéressant. Là. Ouais. Si vous n'avez jamais vu de volleyball, c'est la meilleure chance que vous avez ici Absolument, à Québec. ça va être le plus haut niveau que vous pourriez jamais voir. Puis c'est extrêmement explosif, effectivement. Puis chaque échange, maintenant, depuis maintenant longtemps, depuis une trentaine d'années presque, on a rendu que le score dit continue. Ça veut dire qu'à chaque échange, il y a un point. Donc ça a changé beaucoup la dynamique. D'ailleurs, je vais me permettre une petite parenthèse. Ils ont fait une analyse entre l'ancien système de score où il fallait avoir le service pour faire le point et le nouveau système, qui est le nouveau, entre guillemets, le score continu. Et la différence qu'ils ont trouvée, il y avait deux choses. Un, la force du service qui donne des points maintenant. Alors, c'est pour ça que les joueurs, on va voir beaucoup de services, des fois, qui sont manqués, mais les joueurs vont risquer le tout pour donner un coup de canon puis surprendre la défensive. Et l'autre truc qu'ils ont trouvé, c'est l'intensité de l'équipe, c'est-à-dire des regroupements. Puis ça, c'était, je dirais, la marque de commerce des pays sud-américains, comme le Brésil, l'Argentine, etc., se regrouper entre eux autres à chaque fois. Puis même des pays plus tranquilles, comme l'Europe de l'Est, eux aussi ont obligé d'embarquer dans le même système. Et on voit ces regroupements-là, comme des caucus de football, presque à chaque point entre les équipes, Okay. parce que c'est là qu'on se réénergise, qu'on recommence pour le prochain point. Et ça, ben, c'est très spectaculaire. Ben, voyons donc, des gens qui jouent un peu au volleyball récréatif le savent. Là. Je voyais des joueurs et des joueuses de d'autres sports me disaient « Mais ils n'arrêtent pas de se claquer dans les mains! » Après chaque point. C'est exactement, c'est comme un réflexe en volleyball où on se redonne un petit coup d'adrénaline entre chaque échange. Et ça fait une convivialité énorme. Puis en plus, ben, il y a beaucoup de respect entre les joueurs parce qu'ils jouent les uns contre les autres, mais il n'y a pas un joueur ou une joueuse qui va se faire donner une jambette pour t'empêcher de marquer ton point, tu comprends? Donc, comme tous les sports à filet, il y a beaucoup de respect entre les adversaires parce que si tu m'as battu comme équipe, c'est pas parce que tu m'as donné un coup de pied ou un coup de poing. C'est moi qui n'ai pas réussi à te déjouer. Alors ça, il reste une ambiance extraordinaire. C'est un sport en termes de promotion de l'esprit sportif qui est dans les tops. Là. Organiser un événement de ce type-là, de cette grosseur-là, il faut faire affaire avec les fédérations internationales. Ah oui. Puis principalement les délégués techniques. Oui. Délégués techniques, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les responsables du respect, de la sécurité, des règlements. De tout ce qui touche le terrain, oui. Tout ce qui touche le terrain. Par exemple, au volleyball, c'est la hauteur minimum, comme tu as mentionné précédemment, 40 pieds de plafond. Oui. Ici, au centre Vidéotron, on est à 80 par des espaces 100. On peut aller jusqu'à presque à 100. Mais fait qu'on a le double. 80 en dessous du Jumbotron. Là. Ça fait que quand vous allez venir au centre Vidéotron, regarder la game, regardez le Jumbotron, c'est 80 pieds, puis à côté, c'est 100. Oui. Dites-vous que la moitié de ça, c'est le minimum requis. Oui. Fait que l'amphithéâtre du centre Vidéotron, c'est quand même une place superbe pour recevoir un événement de cette sorte. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont autour, comme par exemple, avec le nouveau volleyball, puis la VNL, c'est vraiment dans leur marque de commerce, ils vont mettre au plafond un système avec plein de caméras qui détecte, entre autres, il y a 12 caméras, entre autres, qui sont un peu partout. Et ça, c'est juste pour savoir si, par exemple, le ballon est tombé à l'intérieur ou à l'extérieur, comme au tennis. Okay, ouais. Alors, on va pouvoir faire des reprises parce que les entraîneurs vont avoir le droit à 2 fois à ce qu'on appelle des challenges, où ils vont challenger la décision et on va voir la marque du ballon ou pas, comme au tennis, encore une fois, est-ce que ça a touché ou pas à la ligne. Et aussi à savoir, est-ce que ça a touché le contre ou pas. Alors, je parlais d'esprit sportif, justement. Alors, est-ce que ça se passe tellement vite? Hein? Une balle qui rentre, quand il frappe, là, le smash, ça peut passer à 140 km/h. Bien, est-ce que ça a touché ou pas le bout du doigt du contraire? C'est difficile à voir. Alors, si on voit le doigt bouger un peu, ben, on l'a vu. Alors, pour éviter du temps, les joueurs et les joueuses, des fois, vont dire arrêtez, là, prenez pas les reprises vidéo, j'y ai touché. Ils savent qu'un jour ou l'autre, ça va paraître. Et ils ont inventé quelque chose avec ça, un carton vert, non pas le rouge et le jaune avertissement, rouge qui donne un point, ou même les deux ensemble expulsion, un carton vert qui est bon pour l'esprit sportif. Et l'équipe qui leur a démontré le plus souvent, l'esprit sportif, que le plus de carton vert, peut se retrouver avec un bonus qui va varier entre 30 ou 50 000 $ qui va être donné à l'équipe. Donc, tout ça pour vous dire comment ça fait partie de l'ADN même du sport d'aller avec ça.
Alors, Wow! pas de juge de ligne, effectivement. Donc, que ce système-là qui coûte une fortune. Puis ça, c'est la Fédération internationale qui a confié ça à une organisation qui s'appelle Volleyball World, qui retourne la grande majorité de ses profits à la Fédération internationale. Et Volleyball World s'en vient ici. Et on donnait le mandat au Volleyball Canada et à nous, du comité local, de faire ça. Alors, c'est la stratosphère du volleyball. C'est une des choses... moi, j'étais athlète de biathlon. Une chose qui était le fun, c'est que c'est un sport un peu... pas comme le volleyball, mais on est avec nos compétiteurs, mais on a une distance souvent physique. Oui, des fois, il y a des dépassements et tout, mais il y a un certain niveau de respect entre les athlètes et tout. Oui. C'est pas un sport violent, malgré qu'il y a une carabine dedans. c'est ironique. Mais le carton vert au volleyball, avec des incitatifs financiers pour les nations, c'est sûr que c'est un bon pas vers l'esprit sportif, puis ça démontre, si tu as moins de joueurs professionnels qui prend un ballon, qui le botte, au niveau du sport jeunesse, avec les étudiants athlètes, ils vont voir des bons modèles. Absolument. Puis, il y a longtemps, en basketball, par exemple, les coachs l'entraîneur peut tirer une chaise sur le terrain. Mais on ne verra pas ça parce que les cartons vont sortir tout de suite. Là. Il y en a plein de jeux de cartes. Non, mais le carton rouge, le carton jaune. Et effectivement, cette collaboration-là fait partie de l'ADN. Comme par exemple, ils ont passé des règlements depuis quelques années, plusieurs années maintenant, où un joueur ou une joueuse va faire, par exemple, un contre incroyable, spectaculaire. C'est peut-être l'action la plus agressive. Hein? Tu as le droit de traverser l'autre côté, puis c'est des grands joueurs, et tu viens de contrer l'adversaire. Bien, tu n'as pas le droit de célébrer en regardant l'autre côté. Parce que sinon, tu peux avoir un avertissement de l'officiel. Comme Denis, tu n'aurais pas eu une attitude en esprit sportif, en fair play, qui serait adéquate pour le sport. Alors, tu vois, ça aussi fait partie de l'ADN. Puis ça me rejoint beaucoup toute ma vie comme enseignant d'éducation physique de formation et comme directeur au GR et sport étudiant. J'ai toujours voulu vendre le sport comme un outil d'éducation, un outil d'accrochage à l'école, mais un outil qui nous aide aussi à se développer comme individu. Puis ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'on ne retrouve pas de bagarre, etc. Mais ça peut être intense, ça peut être passionnant, ça peut être stressant même. Mais on ne tournera pas dans la violence. Puis ça, je pense que le sport doit contribuer à faire une meilleure société. Puis c'est ce que tu vends, c'est ce que je vends aussi. Oui, amplement. C'est... Quand on reçoit des jeunes, des fois... il y a des émissions de football universitaires qui prennent des jeunes délinquants puis qu'ils leur donnent une voie pour sortir. Puis... J'ai reçu un athlète olympique. Il me dit tout ce que j'ai appris dans le sport, aujourd'hui, je peux le mettre en pratique dans mon milieu du travail. Absolument. Si vous êtes dans un sport d'équipe, vous n'êtes pas meilleur chum avec toute l'équipe. Ouais. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec la décision du coach. Mais quand vous arrivez dans le milieu du travail, votre collègue de travail, ça ne sera peut-être pas votre meilleur ami. Votre boss va peut-être prendre une décision que vous n'êtes pas d'accord avec, mais qu'il faut le faire pour the greater good. Fait que le sport est tellement une belle plateforme d'apprentissage Absolument. Pour les enfants. Puis, il y a quand même, partout dans le monde, là, surtout en Amérique du Nord, une certaine pression aux jeunes de performer. Mm-hmm. Mais n'oubliez pas que c'est un enfant en développement, un jeune adulte en développement quand on arrive au niveau universitaire, un jeune universitaire. Ils apprennent des choses au-delà de la performance. Absolument. Et toute ma vie, je joue encore au volleyball. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que je joue, mais la performance, ça n'est pas mal en soi, c'est comment c'est utilisé. Que j'aie envie d'être meilleur moi-même comme individu, c'est très bon. Puis que ce soit ça qui me motive à la salle d'entraînement, à mieux alimenter, à dormir un peu plus, à faire attention, à faire tout techniquement, à apprendre un peu mieux, c'est fantastique. C'est quand c'est à outrance que ça devient. C'est quand le sport n'est plus un outil, là, c'est ça qui devient, à mon avis, très grave. Mais pour revenir à ce que tu mentionnais, de faire du sport, c'est une micro-société. On est en équipe, on apprend à vivre avec des tempéraments différents, mais avec un objectif commun que l'équipe, que le groupe accompagne. Puis on a des gens qui sont les gestionnaires, qu'on appelle les entraîneurs. On a un capitaine qui représente le groupe, peu importe. Et ça, effectivement, c'est des enseignements qui vont durer pour le reste de nos jours. Et c'est peut-être une des plus belles façons qu'on a d'éduquer nos jeunes à devenir de très bons citoyens puis des gens équilibrés. Puis, malgré certaines personnes ont certaines limitations physiques, au VNL, vous allez avoir du volleyball assis un peu.
On va faire un peu de démo. On va essayer de voir démo. pour montrer, parce que c'est un sport paralympique, puis on voudrait montrer aux gens comment... Puis le Canada performe bien à ce niveau-là aussi. Alors, on va essayer de faire un petit démo, là, où on est... C'est vraiment un sport qui est aussi spectaculaire, là. Les gens sautent au sol, puis selon les handicaps et tout ce qui va avec, là, mais c'est extraordinaire comment c'est calculé et tout. Mais tout ça pour vous dire que juste de l'expérimenter, on fait « Wow! C'est pas facile. » Alors ça, c'est une façon pour nous de l'amener aussi, effectivement, de diversifier comment tout le monde peut avoir accès à sa façon de jouer. Puis, VNL, est-ce qu'il va y avoir certaines sections pour les spectateurs pour bouger, malgré qu'ils vont être assis des fois à regarder? Oui, ben, on espère les faire danser, les faire bouger, c'est certain. Il y a toujours de l'ambiance, ça bouge énormément. Puis on l'a vu aux Jeux olympiques, hein, il y a beaucoup d'ambiance. Puis justement, ils nous ont demandé de mettre en place quelque chose qui n'existait pas beaucoup avant. Et cette année, dans l'ensemble des endroits où on va arrêter la VNL, de mettre en place ce qu'on appelle un fan fest, un festival pour les fans. Et on va avoir une portion dans le lobby de l'hôtel, puis une portion à l'extérieur. D'ailleurs, on va monter un terrain grandeur nature à l'extérieur ici du Centre Vidéotron et d'autres jeux amusants où les gens vont pouvoir le faire. Et on a plein de trucs qu'on veut faire. Est-ce que, par exemple, on appelle ça l'expression un photo booth, là, où donc les jeunes peuvent faire des photos, etc., des montages. Alors, on a plein de choses extraordinaires. On va avoir un concours pour le saut, pour mesurer ton saut. Et là, tu vas réaliser que peut-être que vous voyez le joueur français qui saute à 3,75 m, c'est comme 12 pieds. Là. C'est haut, puis il a l'air presque humain, normal, là, tout le monde de la même grandeur, mais là, tu réalises comment c'est haut. Là, des choses comme ça, précision de la part, des trucs de même, donc pour amuser les jeunes, puis les faire réaliser beaucoup. Et c'est ce que j'ai réalisé autour de tous ces événements internationaux que j'ai eu le grand plaisir d'être présent, c'est que les gens, peu importe le sport, dans ce cas-ci, le volley, sont tellement impressionnés des qualités athlétiques de ces joueurs-là. Tu sais, si je courais contre virtuellement Usain Bolt, là, tu sais, que mon Dieu, il est arrivé, puis j'ai appris 3 pas de fait. Alors, ça devient presque inhumain, les capacités de ces gens-là, comment la machine humaine peut aller loin. Et c'est la même chose en volleyball. Quand les gens vont voir, moi je dis, là, tous les amateurs, ne manquez pas les 15 premières minutes des échauffements, des 15 dernières minutes d'échauffement avant le match, là, parce que c'est là que les joueurs de volleyball, les joueurs se payent la traite en réchauffement d'attaque. Là, vous allez voir que ça nous coupe le souffle. Peux-tu l'expliquer pourquoi ils peuvent se gâter pendant l'échauffement? Oui, parce que pendant l'échauffement, chaque équipe a un délai où ils peuvent s'entraîner, utiliser le terrain, etc. Donc, ils vont pratiquer leur attaque. Ils ont tout pratiqué, la défensive, etc. Puis, dans les dernières minutes de l'échauffement, là, ils font de la passe, puis il n'y a pas de contraire parce qu'ils pratiquent seuls. Il n'y a pas d'adversaire. Donc, les joueurs s'en donnent à cœur joie. Puis là, ils rentrent la balle, puis la balle, elle rentre presque parallèle au filet. Là, puis ça rebondit à des hauteurs phénoménales. Puis le bruit, le son que ça fait, puis la performance athlétique du joueur, là, ça nous décroche la mâchoire. Alors, moi, je dis aux gens, manquez pas l'échauffement d'avant-match. Vous allez en avoir vraiment votre argent. Une des choses qui m'impressionne, puis juste quand je suis au Rouge et Or, mon PEPS, tu es en haut, tu vois tout le monde, tu te dis « Ah bon, ben, ils ont de l'air tous de la même grandeur, ils sont tous l'air normal. » Là, tu descends. Ah, finalement, ils commencent à être grands. Ah, OK. Ah. Là, tu descends, tu arrives au plancher avec eux, ils sont tous plus grands que toi. T'es comme, OK, ouais, c'est moi là, qui a de l'air du petit gars là, à côté. Absolument. Puis j'attire l'attention des gens là-dessus. Souvent, par exemple, le libéro, parce qu'il y a un joueur en défensive qui a un chandail d'une couleur différente, un peu le gardien de but, si tu veux, et il joue en défensive, en ligne arrière, ne joue pas à l'avant. Et le libéro est un joueur très habile, puis ça a été fait en place justement pour qu'il y ait des athlètes, hommes ou femmes, de dimension humaine. Là. Mettons, un petit cul de 6 pieds 2. Là, tu sais. Alors, tu vas voir ce joueur-là qui va arriver peut-être à 6 pieds ou à peu près dans cette dimension-là, puis il se regroupe, comme je disais tout à l'heure, ensemble, là, dans l'espèce de caucus, puis là, il se sert avec tout le monde, puis sa tête ne dépasse pas l'épaule des autres joueurs. Là, tu fais... C'est parce que ce gars-là, il est plus grand ou ma grandeur. Puis là, les autres ont tous une tête de plus. Et les bras qui vont avec, en plus, comme portée. Alors, ça aussi, c'est comme impressionnant. Puis il va y avoir un endroit où les gens vont pouvoir aussi faire des signatures d'autographes et des trucs comme ça qui vont être à la sortie, là, ce qu'on appelle un fan zone, qui est différent. Okay. Alors là aussi, les gens, quand ils signent des autographes, tu es obligé d'avoir mal au cou parce que tu lèves la tête, parce que le gars de 6 pieds 10 va te signer va te faire un autographe. Ça va être impressionnant pour les gens. C'est ça que je veux faire vivre beaucoup aux gens. Tu prends une photo avec l'athlète, puis tu arrives au bas des pecs. Exactement. J'avais déjà fait avec ma fille au tournoi de volleyball, justement, de Montréal. Ouais. Puis il y avait les 2 joueurs norvégiens, là, les meilleurs au monde. Puis là, tu les vois, ils sont pas pires, mais quand tu vois à côté du gars, 6 pieds 7, 6 pieds 8, là, tu te dis « wow ». Ces 2 gars-là, je les avais vus jouer à Montréal, puis c'est impressionnant. C'est les meilleurs au monde. Oui, Ils sont numéro 1, mais... Eux, puis les Suédois, là, c'est les 2 plus belles équipes, mais eux autres ont dominé dans les 7-8 dernières années la Liga. Ouais. Parlant des joueurs, y a-tu un joueur que tu as vraiment hâte
de voir ici à Québec? Écoute, ils ont tous des joueurs vedettes. Hein? On a la chance d'avoir 4 extraordinaires passeurs, 4 des meilleurs, je dirais 4 des 7 meilleurs passeurs au monde, avec entre autres l'italien, le français, effectivement, puis l'Argentin qui a des mains incroyables, mais il s'appelle Nikolov. Le jeune, pas jeune, il avait 17 ans l'an passé, puis il jouait dans la VNL. Bulgare, pas tellement grand, 6'9". 6 pieds 9 pouces, a été, lors de la dernière saison de la VNL, avec les statistiques qu'il a amassées, 3e meilleur de la VNL, de la Ligue mondiale. Là, présentement, il joue aux États-Unis dans la NCAA. Il joue à Long Beach, en Californie. Mais là, il est rendu vieux, il est rendu à 18 ans. Alors, il domine, mais carrément la Ligue. Il vient de battre le record du service le plus rapide de toute l'histoire de la NCAA. C'était un passeur, mais il frappe du 3 mètres, qui est la ligne de 10 pieds du filet. On ne sait jamais ce qu'il va faire avec ses mains. Il envoie le ballon à peu près partout. Les jeunes maniaques de volleyball adolescents ont les vidéos de lui partout. Les gens suivis. Il est une vedette. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la seule équipe à Bulgarie qui n'était pas aux Jeux olympiques, mais juste avec lui, il y a une fièvre, une frénésie pour le volleyball. Et en plus, il remet à l'avant-plan, comme vedette, un passeur. Mais les passeurs sont souvent les faire-valoir. Hein? C'est ceux, un peu comme au hockey, celui qui fait la passe, l'autre fait le but, mais on se souvient. Mais lui, c'est celui qui distribue le ballon, c'est le corps arrière. Mais là, c'est un corps arrière athlétique, exceptionnel. 18 ans, il n'est pas humain. Il y a quelque chose qui n'est pas correct là-dedans. Là. Les gènes il y a eu un mélange quelque part parce que aussi athlétique, aussi performant, aussi confiant, Nikolov de la Bulgarie va être probablement ma plus belle chose que j'ai hâte de voir. Les autres, je les ai déjà vus aussi, puis je vais être content de les voir, dont le passeur de l'Argentine, qui a peut-être les meilleures mains au monde, etc. Mais ça va être spectaculaire à voir. Y a-t-il une équipe en particulier? Moi, je suis un peu parti pris là, pour le Canada. Ben mais... oui, le Canada est une équipe superbe. Je pense qu'ils ont quand même été aux Jeux olympiques. Oui. Là. Puis bon, là, on est en début de cycle olympique. Qui vont être... Puis le Canada a une équipe relativement jeune. Alors, ça va être vraiment agréable de voir comment cette équipe-là va performer puis va se comporter avec un nouvel entraîneur aussi. Vraiment un type sympathique. Alors, ça va être intéressant à voir. J'ai vraiment hâte de voir comment la Bulgarie, pour ce que je viens de dire du passeur, mais son frère aussi, qui n'est pas un pied-nôtre de pétillerie, là, qui va être vraiment dangereux. Donc, j'ai hâte de voir comment la Bulgarie va performer. Puis, surprenamment, parce que les autres équipes, il y a l'Allemagne qui est là-bas, qui est là aussi. L'Allemagne, les gens pourraient être surpris. Parce que j'ai l'impression que la France, en début de cycle, peut-être qu'ils vont amener un peu moins de leurs joueurs qui étaient aux Jeux, les derniers Jeux, parce qu'ils les gardent plus pour la fin, là, puis les joueurs sont en train de finir leur saison. Mais j'ai vraiment hâte de voir la Bulgarie, puis le Canada, bien sûr. Puis l'Allemagne pourrait surprendre, à mon avis. Y a-tu un match? Ah, oui. On est obligé de dire que, outre les matchs du Canada, parce que les équipes, sur 6 équipes, si tu veux faire le tour, tu joues 5 fois, mais les équipes vont jouer 4 fois. Donc, il y a un soir où le Canada ne joue pas. Sur les 5 soirs, il y a une fois. Et ce vendredi soir-là, le match qui va se jouer, en termes de nation, c'est la France contre l'Italie. Numéro 2 au monde contre le numéro 4 au monde, la même demi-finale qu'aux Jeux olympiques. Alors ça va se passer le vendredi 13. Ça va être incroyable. Puis, l'engouement est là, puis en plus, c'est la fin de semaine. Alors déjà, pour le samedi 14, où le Canada va jouer, ben on n'est pas complet, mais on n'est pas loin, là. Alors, on a déjà 8000 personnes sûres qui vont être là. Et on prend présentement le montage pour 10 000. Alors, vous voyez où... Il reste 20 des billets. Ah, ben, chez vous. Exact. Puis, dans l'histoire du volleyball canadien, l'événement VNL Québec se situe en termes d'importance, de grosseur. Mettons qu'on enlève Montréal en 76. Oui, pour le volleyball de plage. Oui. Ah, les Olympiques. Oui, les absolument. Olympiques. Ton point est excellent. 76, c'est le plus gros événement de volleyball intérieur qu'il y a eu au Canada, puis au Québec, assurément. Et sinon, c'est le plus gros, c'est la VNL à Québec. À Ottawa ils reçoivent encore, cette année, ils reçoivent les filles, puis on inversera l'an prochain. Ottawa recevait effectivement les gars depuis quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, et ils ont battu un record, 7500, qu'on va battre, mais je ne suis pas compétitif. Donc, c'est vraiment ce que le plus gros depuis les Olympiques 76 en termes de volleyball intérieur. On n'a jamais vu ça. Puis c'est vraiment le niveau olympique qu'on amène chez nous.
Puis comme je disais, ça coûtait une fortune à Paris, puis ça va coûter une fortune en plus, pareil à Los Angeles. Alors, on n'aura jamais vu quelque chose d'aussi gros que ça. Puis en plus, je prends un peu de recul, c'est l'envergure du sport aussi. Je m'explique, puis je ne vais pas froisser qui que ce soit. Mais le hockey, par exemple, ont 64 pays membres, puis le volleyball, 222. Le hockey a quelques dizaines de millions de participants, principalement États-Unis, Canada, Russie, des trucs comme ça. Mais là, au volleyball, on s'approche des chiffres comme presque le soccer. 900 millions de personnes. Alors, d'avoir du volleyball chez nous, c'est comme la Coupe du monde de volleyball. Tu comprends ce que je veux dire avec le nombre de pays? Parce que, par exemple, je reviens encore un petit peu avec le hockey, l'Amérique du Sud ne joue pas beaucoup au hockey. L'Afrique ne joue pas beaucoup au hockey. Alors, ça se passe en haut d'un certain parallèle. Alors, c'est quelque chose d'immense. On peut avoir parce que c'est web diffusé par Volleyball World, il peut avoir pour certains matchs, comme France-Italie, jusqu'à 10 millions de personnes qui regardent le match en direct. Alors, c'est quelque chose de gros. En Philippines, là, c'est des dieux, les joueurs et les joueuses de volleyball. Alors, au Japon aussi, en Chine, au Brésil. Alors, c'est pour ça qu'on est en train de sortir un peu de notre coquille avec ce sport-là, sur le fait, encore une fois, je le mentionne, là, quand tu penses à Rio de Janeiro, puis Pékin, puis Québec, dans le même départ, on est dans la Ligue majeure. Pas en termes de population, surtout. C'est des grosses métropoles internationales. Exactement. Le petit Québec, il sort, mais on est capable de faire des belles grandes choses. Là. Gilles, on te connaît un peu. Moi, je t'ai connu énormément en tant qu'organisateur de sport. Mm-hmm. Mais tu as aussi été athlète de volleyball. Est-ce que tu veux nous expliquer là, ta carrière, comment tu as commencé le sport jusqu'à ce que tu aies arrêté le sport? Oui, tu vois, moi, j'ai toujours aimé le sport, jeune, un peu timide avant même. Le sport m'a aidé beaucoup. Et au secondaire 3, dans ces eaux-là, moi, c'est ce qu'on pourrait appeler, il y a des rats de bibliothèque. Moi, j'étais un rat de gymnase. Tout ce qui passe dans le gymnase. Badminton, j'étais un champion de mon école, handball, volleyball, basketball. Puis c'est mes sœurs, puis j'avais jamais joué au volleyball. Puis mes sœurs jouaient au volleyball, puis un peu plus vieilles que moi. Mais tu viens avec nous autres? Moi, je vais y aller. Mais à partir du moment où j'ai frappé ma première balle au-dessus du filet, c'était terminé. Hein. C'est comme dunker une balle. J'ai dit, moi, c'est ce que je veux faire. Et j'aimais beaucoup le football, j'aimais beaucoup tous les sports. Mais il fallait choisir au collège, au cégep à ce moment-là. Puis j'ai choisi de continuer avec le volleyball. Et donc, j'ai continué, puis j'avais eu un succès certain, assez que j'étais le premier joueur de la région de Québec qui était sur l'équipe provinciale senior. Il n'y avait pas de junior à ce moment-là. J'étais le seul cégepien aussi. Et les autres venaient 3-4 de Sherbrooke, puis tout le reste de Montréal. Puis la moitié de l'équipe avait été sur l'équipe nationale. Alors, vous voyez que pour moi, le jeune homme de Québec, là, c'était énorme. Alors, je me suis retrouvé là, à jouer au cégep Sainte-Foy, puis on avait vraiment une belle équipe, 83 victoires, 7 défaites là, en termes de 7 et tout, ça allait bien. Et bien sûr, après ça, j'avais des offres, mais attends, on recule il y a longtemps, pour aller peut-être à Sherbrooke. Et finalement, j'ai décidé de rester en région pour toutes sortes de raisons. La proximité avec ma famille et tout, etc. Mais aussi, je voulais qu'on continue à construire de quoi. Puis je suis allé au Rouge et Or. Et c'est là que j'ai connu de très, très belles années comme capitaine de l'équipe, etc. Puis on a continué, puis on a eu des belles performances. Et par la suite, mon engouement, j'ai étudié en éducation physique. En même temps que j'avais un travail à temps plein au sport étudiant, au sport collégial à ce moment-là, au sport étudiant de façon générale, j'ai coaché, donc j'entraînais au niveau universitaire. Vraiment content. Premier entraîneur qui gagne le championnat provincial féminin avec le Rouge et Or, puis premier entraîneur qui gagne le championnat masculin, parce que j'ai pu œuvrer auprès des deux côtés. Puis je suis resté toujours impliqué. À organiser des choses, à être présent, etc. Puis, probablement, je vais le dire de façon un peu vulgaire, mais ma grande gueule faisait que j'animais des événements, etc., etc. Puis on me dit, tu pourrais animer un peu de volleyball. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à commenter le volleyball. Et c'est ainsi que j'ai fait 7 Jeux olympiques quand même. Je regarde ça et je me dis, wow, ça a passé vite. 7 Jeux olympiques, dont les premiers, on était sur place, comme la Chine, la Grèce, l'Australie. C'était fantastique. Puis je me suis retrouvé impliqué à toutes sortes de choses, conseil d'administration de Volleyball Canada. Donc, j'ai continué dans ce monde-là à jouer, puis on jouait encore, et je joue encore. Il y a beaucoup de ligues dites civiles ou récréatives qui existent, puis il y avait une grosse ligue provinciale, et pendant une dizaine d'années en plus, encore après avoir joué universitaire, on jouait encore, puis du volleyball intense. On a même des championnats canadiens seniors qu'on jouait et tout. Donc, j'ai continué à jouer beaucoup, entraîner beaucoup, universitaire, collégial, secondaire.
Donc, ça m'a gardé toujours dans ce milieu-là. Et volleyball de plage, on était les premiers. Les premières fois, il fallait descendre aux États-Unis pour aller jouer, en Virginie ou ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas ici. Puis c'est le même qu'on a fondé même un club de volleyball de plage, etc. Et tout et tout. On a même tenu un championnat canadien que j'ai organisé ici, de volleyball de plage. Ça avait bien été. On avait fini 5e au Canada, alors l'équipe qu'on était. Tout ça pour dire que j'ai toujours resté dans ce giron-là, organisé. Et je me suis même retrouvé directeur technique des Jeux universitaires à Taipei et à Naples, en Italie. Et ça, j'étais vraiment impressionné. Là, à un moment donné, la table, on est comme 40 personnes en avant avec les gens du comité organisateur, les officiels et tout. Il y a 150 entraîneurs et dirigeants en face de nous parce que c'est gars et filles, c'est gros, gros, gros. Puis là, le petit gars de Québec est là au centre. Puis c'est moi qui est obligé de diriger la réunion et tout, etc., qui est responsable technique de la compétition. Je t'avoue qu'à ce moment-là, j'ai fait « Ouf! » Ma mère qui me regarde d'en haut, elle devait dire « Ouais, mon grand, tu n'as par-dessus les épaules. » Mais ça, pour te dire, je suis resté vraiment impliqué à même inventer le mini-volleyball. Quand j'avais été un colloque au Japon, puis je suis revenu avec l'idée, puis ça a fait boule de neige, tant et si bien maintenant qu'on en fait ici. Alors, que ce soit les jeunes qui commencent, ou les universitaires que je coachais, ou les olympiques que je faisais, pour moi, c'était toute la même chose. Le sport est un outil, puis ça a toujours été ma passion, pour l'ensemble des sports aussi, parce qu'au sport étudiant, j'ai touché tous les sports. Et commissaire de ligue de hockey, responsable des ligues de basket, peu importe, etc., football. Mais le volleyball était toujours mon amour premier. Et là, ben, je peux maintenant m'y consacrer encore plus qu'avant. Alors, c'est tout ça qui a été... Toute ma vie a été imbriquée avec ça. Le sport revenait tout le temps. C'est ça qui m'a fait voyager, c'est ça qui m'a fait découvrir des choses, c'est ça qui m'a fait découvrir des gens. J'ai lié d'amitié avec plein de monde, un peu partout dans le monde, mais c'est vraiment le sport qui a été toujours le point d'ancrage. T'es-tu heureux de la décision que tu as prise de rester à Québec? Ah oui. Ah oui. Je suis vraiment chauvin. Je suis vraiment chauvin. J'adore notre ville. J'adore les gens de la ville. J'adore l'ambiance de notre ville. De façon générale, on le sait, on peut se promener en toute sécurité. Je parlais avec des professeurs qui arrivent de l'extérieur, qui sont à l'Université Laval, puis qui disent hey, « Je peux laisser mon gars, ma fille se promener le soir, je ne suis pas inquiet. C'est une belle ville. » Tu sais, le Travel and Leisure, la fameuse revue, cote Québec comme la 3e plus belle ville d'Amérique du Nord, après San Francisco puis San José, c'est quand même pas rien. J'ai vu Vancouver, que j'ai adoré. Quelle belle ville. Mais Québec a toujours ce cachet-là, la langue, la culture, les choses incroyables que l'on a ici. Alors, je suis vraiment amoureux de ma ville, puis je souhaite, puis j'avais dit ça au maire et Marchand, puis je pense qu'il était dans la même ligne, c'est ça que je nous souhaite, qu'on soit la ville la plus active au Canada. Et c'est pas pour rien que je me suis retrouvé mêlé à toutes sortes de choses, comme porte-parole pour la lutte au tabac, porte-parole pour les saines habitudes de vie. Ouais. Puis c'était toujours les mêmes choses qui m'allumaient. Si on peut faire avec le sport de la prévention, si on peut faire avec l'activité physique, l'alimentation, si on fait attention à ça, on vient de baisser les médicaments, on vient de baisser les lignes d'attente dans les hôpitaux, on a tout le monde plus positif, du monde plus souriant, du monde qui vit plus longtemps, des gens qui peuvent, des grands-pères et des grands-mères qui peuvent lancer la balle avec leur gars ou leur fille. Bref, la qualité de vie qui va avec ça. Puis ça, bien, je suis juste content de faire partie de l'équipe qui essaie de pousser dans ce sens-là. Oui, puis... Est-ce que tu joues encore au volleyball? Ah oui, j'ai encore fini la semaine dernière. Je jouais dans 2 ligues par semaine. Puis hier, j'ai commencé déjà ma saison de volleyball de plage. Alors, c'est ça. Juste revenir sur rester à Québec en tant qu'athlète. Oui. Tu mentionnais le Bulgare, que maintenant il joue en Californie, si je ne me trompe pas, Long Beach. Il y a des moments, des fois, dans la carrière d'athlète, d'un jeune athlète, il va être frappé à cette décision-là. Oui. Est-ce que je sors de ma région, de mon chez-nous, pour aller peut-être dans une meilleure école ou tout? Québec, là, on a-tu des bonnes écoles? Oui, on a des bonnes écoles. En tout cas, dans l'ensemble des sports, parce que là, je peux parler de façon générale, en ayant vu tous ces sports-là se développer dans les 50 dernières années, quasiment. On a des grandes capacités maintenant. À preuve, Eau-Claire, par exemple, au football, qui s'en va jouer dans la ligue, les fameuses ligues, la NFL en football. On a des joueurs et des joueurs qui sont partis du baseball, qui sont rendus là-bas. On a des joueurs de tennis, au GLCASIM, qui se rendent là. Donc, oui, il y a la possibilité. Puis plus on est capable... Parce que des fois, les gens peuvent dire, moi, mais c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour quelque... C'est pas tellement que ça. C'est parce que la pointe de la pyramide, elle est symptomatique de tout le reste. Et plus tu l'élèves, plus tout le monde lève.
Et si on est capable de satisfaire de l'excellence, parce qu'au GLSM, il motive plein de monde à jouer au tennis, veut pas. Tu veux venir le voir, comme les joueurs de volleyball, on est ici, puis il y a des gens qui vont être motivés de continuer à jouer ou d'apprendre. Et ça, donc, cette excellence-là, pour moi, n'a jamais été détachée du reste. Et plus on comprend que oui, c'est l'énergie, oui, c'est de l'argent, oui, c'est du temps, puis ça demande des ressources pour faire le meilleur skieur alpin au monde. On en a eu ici, puis on va en avoir encore, des Pierre Harvey de ce monde qui sont restés ici. Alors oui, c'est possible de le faire. Puis on s'est doté d'infrastructures incroyables, que ce soit le PEPS à l'Université Laval, bien sûr, mais tout ce qui nous entoure, le championnat de vélo de montagne, etc. Tu parlais de biathlon aussi, on est reconnu partout, à bien des sports. Alors, oui, c'est possible de rester à Québec, mais il faut qu'on soit un peu plus, tout le monde, conscient que ça fait partie de l'univers de tout le sport. Moi, j'ai jamais vu le développement. On parle souvent de pyramidal, mais moi, je le vois presque rectangulaire. Je m'explique. C'est-à-dire que, oui, il y en a qui vont être dans la pointe ici pour être des athlètes, mais il y en a qui vont continuer à jouer toute leur vie. Moi, présentement, je continue à jouer, puis je suis pas sur l'équipe nationale. Et très loin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut continuer à faire du sport toute notre vie, à avoir encore du plaisir à faire du ski alpin, même si je suis plus un des meilleurs au Québec. Pas moi, j'ai jamais été un ski alpin, mais la personne qui serait la meilleure au Québec pourrait continuer encore à le faire et quand même passer un message, puis qu'on peut continuer à le faire pour la satisfaction personnelle, pour le plaisir. Et ça, je pense qu'il y a place à ça, puis je suis vraiment fier de notre ville pour ça. Pour le bien-être et la santé. Là, absolument. Ça va ensemble. Au niveau des athlètes, il y a tout le temps un élément clé, un entraîneur. Oui, tu as eu une très belle carrière d'athlète, mais en tant que coach avec le cégep de Sainte-Foy, tu as été 7 ans au championnat provincial, vous avez été médaillé. Ouais. Ensuite, tu as été le premier entraîneur, comme tu as mentionné tantôt, au niveau universitaire avec le Rougeard, d'avoir remporté le championnat provincial autant que l'équipe féminine que masculine. Ouais. C'est quoi ta qualité d'entraîneur selon toi, qui t'a permis d'avoir autant de succès en tant que coach? Ça m'a pris du temps à essayer de définir parce que des fois, j'essayais, comme bien du monde, comme jeune entraîneur, d'imiter un ou tout. Par exemple, quand j'ai commencé universitaire, c'était les Japonais qui avaient amené une certaine vague. J'essayais de voir ça. Après ça, j'ai été influencé par les Américains. Après ça, j'ai eu un coach roumain qui était venu ici à Québec, qui m'a vraiment... J'essayais... Puis j'ai fini par trouver mon ADN comme entraîneur, mais je pense que la chose qui me séduit le plus, vous voyez, j'entraînais du secondaire avec ma fille là, cette année à Jésus-Marie. Et des jeunes hommes, on les a depuis secondaire. Je pense que, ma passion pour le sport, mais quand j'ai passé des tests de personnalité, on m'appelait un activateur. En québécois, on dirait un crinqueux. Okay. C'est-à-dire que j'aime motiver les gens, j'aime les voir aller au maximum. Et ce que je dis aux parents des jeunes que j'entraînais encore cette année, je leur disais, je suis pas méchant. Je suis exigeant, mais je suis pas méchant. Exigeant dans le sens que je veux que techniquement, ça soit bon, parce que le leg que je veux laisser à ces jeunes-là, peu d'entre eux vont se retrouver à jouer universitaire ou peu importe, mais je veux leur donner une belle base technique puis leur montrer comment ça fonctionne une équipe. Apprendre à... Ça, c'est important pour moi. Mais de les motiver, de les crinquer à aller au maximum de leur capacité, parce qu'ils font d'autres choses, ils font d'autres sports et tout, mais au moins, dans ce sport-là, ils auront été, dans ce que je peux leur donner, au maximum de leur capacité. Alors, je pense que c'est mon goût de la motivation, d'être un motivateur. Je pense que c'est ce qui est allé me chercher, ce qui m'a permis d'aller chercher avec ces jeunes-là un certain succès. Puis qu'encore une fois, même si mes petits gars, même du collège, même s'ils sont rendus maintenant des papas de loin, parce qu'ils ils resteront toujours mes petits gars, mais souvent, ils reviennent avec ça. « Hey Gilles, tu nous en faisais baver. » Mais maudit qu'on avait du fun. Ça, c'est les plus beaux compliments que je peux avoir. 1, je l'aurais poussé au maximum. Et 2, on a fait ça avec un sourire en ayant du plaisir. Puis c'est possible. C'est possible. Je pense qu'on doit avoir Le mot « plaisir », à mon avis, recommence à retrouver ses lettres de noblesse, mais comme éducateur physique, comme moniteur, comme entraîneur, j'ai trouvé, moi, comme éducateur physique, qu'on a trop souvent été sur l'aspect technique. Ton jeune, par exemple, tu as un enfant, il veut faire du ski alpin, on va faire prendre un cours. Mais est-ce que du plaisir? S'il y a du plaisir, il va vouloir prendre le cours prochain, etc., etc. Sinon, il n'y aura pas de plaisir. Il va peut-être avoir une certaine technique, mais il n'a pas envie de continuer. Si je veux jouer au tennis, il faut que j'aie du plaisir. Si je veux faire du volley, du basket, n'importe quel sport, il faut qu'on aille ça. Puis cet ingrédient-là est majeur dans l'apprentissage de n'importe quelle activité. Si tu n'as pas de plaisir,
tu vas arrêter de le faire. Puis ça, je pense qu'on doit, comme enseignant, comme entraîneur, comme professionnel, on doit aussi être des vendeurs du plaisir. J'arrête pas de dire au comité organisateur, et c'est ma marque de commerce quand j'organise quelque chose, là, et j'arrête pas de dire à l'équipe ensemble, puis j'aurais dit, n'oubliez pas, on vend du fun, puis on a du fun. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit agréable. On vend du bonheur, c'est ce que j'arrête pas de dire. On vend du bonheur. Il y a des gens qui vont frapper dans du ballon, puis le monde trouve ça drôle, puis les gens vont s'amuser, mais si nous, on le fait, il faut qu'on ait du plaisir. Oui, il va y avoir pas des accrochages, mais des ajustements, des défis, etc. Puis ça, c'est important pour moi. C'est quelque chose que je parle quand même souvent, le guide du développement de l'athlète. Oui. Pour moi, il est très important, comme tu viens de le mentionner, le plaisir. Oui. Tu sais, avant 12 ans, assure-toi qu'il y ait du fun. Ah oui. Que ce soit en ski, que ce soit en biathlon, que ce soit en ski de fond, que ce soit en hockey, que ce soit au baseball, au soccer. Assurez-vous qu'il y ait du fun. Puis j'en parlais justement avec un entraîneur de musculation. Puis il dit, moi, Jim, si t'aimes pas ça, c'est pas ta meilleure façon d'être actif. Puis pour avoir côtoyé plusieurs athlètes élites de plusieurs sports, les meilleurs au monde, souvent, en mangent de leur sport, là. Ils ont du fun à chaque jour. Michael Phelps qui nage tout le temps. Je peux pas passer une journée sans être dans l'eau. Ouais. Bon, mais OK. C'est parce qu'il en mange, parce qu'il a du plaisir Ouais. à faire ça. Quand il arrivera à 21 ans et plus, là, on pourra se concentrer à s'entraîner à la performance. Mm-hmm. Et pas se spécialiser à partir de 13 ans, bien évidemment, avec des camps, puis juste faire un sport. Là, les bienfaits, tu as ta formation en éducation physique, les bienfaits d'être multisport. Absolument. Le transfert est là. Le transfert d'une discipline à l'autre, c'est clair que ça se passe. Et puis cette façon de voir à même intensément. Puis l'image qui me vient tout de suite, là, pour avoir vu plusieurs Jeux olympiques, puis qu'on va voir ici, là, où toi et moi, on est présentement, là. Vous allez voir des hommes qui gagnent leur vie à jouer au volleyball, puis la gagnent très, très bien, ils font beaucoup d'argent, puis le grand sourire dans la figure. Puis ils jouent un match international intense, là, où on combat pour gagner le match, puis ça a des conséquences pour savoir si on va aller plus loin, si on va faire plus d'argent, si ma valeur marchande comme joueur. Puis ces joueurs-là vont s'amuser, puis ils vont avoir du plaisir à foncer. Puis, juste pour faire un petit side note, il y a dans le volleyball, il y a la Ligue des Nations, ouais. que c'est un tournoi, c'est un tournoi de nations. Ouais. Mais l'hiver, ils jouent dans des équipes professionnelles comme au hockey, là. Absolument. Par exemple, l'Italie est très reconnue, c'est dans les meilleures ligues au monde. La Turquie en a, au Brésil, il y en a partout. En Grèce. Il y en a en France, il y en a partout. C'est un sport extrêmement populaire, donc ça, il y en a pas. Donc, ces joueurs-là sont un peu éparpillés partout dans le monde. Nos Canadiens, ils jouent tous dans des ligues. Des fois, ils jouent avec un Italien contre les Français qui connaissent bien et tout. Donc, ces joueurs-là se connaissent tous l'un ou l'autre, puis des fois, ils changent d'équipe. Ils ont des contrats professionnels. Alors, effectivement, c'est un sport professionnel, mais ces gens-là qui sont dans les meilleurs au monde, comme dans à peu près toutes les disciplines, on va les voir avec un grand sourire dans la figure, puis qui s'amusent comme des enfants encore et encore. Comme on voit des joueurs de hockey, les Sidney Crosby de ce monde, ils ont du plaisir parce qu'ils font ce qu'ils aiment le plus au monde. Pour revenir aux entraîneurs, est-ce qu'il y a un entraîneur au Canada de volleyball qui t'impressionne? Par exemple, qui pourrait avoir une équipe que sur papier, c'est vraiment pas la meilleure équipe, mais qui arrive à motiver sa troupe, s'assurer qu'ils fassent le moins d'erreurs possible, puis qui leur permet de gagner, malgré que sur papier, c'est pas eux qui devraient l'être. Écoute, je peux pas m'en empêcher, puis je suis pas mal certain que beaucoup des gens de la faune de volleyball vont être d'accord avec moi. À ce moment-là, moi, j'étais entraîneur universitaire, puis lui, il jouait à Sherbrooke. Puis c'était un jeune joueur. Il était un joueur, puis moi, j'étais l'entraîneur. Puis après les matchs, on s'assoyait ensemble, puis on placotait de volleyball encore, et tout. Mais là, maintenant, il est rendu une sommité mondiale. Glenn Hogue. Son fils, Nicolas Hogue, est capitaine de l'équipe nationale du Canada. Tout un joueur, d'ailleurs. Mais Glenn était tout un joueur d'équipe nationale, a joué professionnel en Europe, etc. Puis il est revenu au Québec, puis il a contribué, il a beaucoup apprécié ce qui se faisait au Québec et ce qui se fait encore sur la formation des entraîneurs. La Fédération de volleyball du Québec travaille très, très fort là-dessus, tant les officiels que les... Et il a contribué là-dessus, puis au niveau canadien encore plus. Et il a créé une façon aussi d'aborder le sport qui fait qu'il est rendu une sommité mondiale. Plein de monde se l'accrochait. Les gens de l'Italie voulaient qu'il remonte le programme. En France aussi, on est très, très apprécié. Puis au Canada, c'est lui qui a amené l'équipe nationale, pas les derniers Jeux, les Jeux avant, qui avait réussi à les amener jusqu'aux Jeux olympiques. Alors, Glenn Hogue est vraiment un exemple incroyable, un gentleman, toute une personnalité, puis il, présentement, est entraîneur professionnel en Turquie, puis il réussit quand même à être encore un conseiller pour aider Volleyball Canada. Il a ça dans le sang, c'est un cerveau fantastique. J'avais été à un match de Paris Volley, là, à l'automne dernier.
Puis il y avait une affiche, une bannière de Glenn Hogue qui allait afficher dans le grand gymnase parce que c'est la vedette qui est passée là. Puis ça, ben ça m'impressionne énormément, tout ce qu'a fait ce gars-là, puis qui a réussi à se développer, mais toujours avec énormément d'intégrité puis de passion. Puis oui, lui, c'est vraiment celui, je ne suis pas le seul, comme on peut le voir comme dans le top au monde, dans le top au Canada facilement, puis dans les meilleurs au monde comme entraîneur. Toi aussi, tu as été impliqué dans le sport énormément, autant le sport étudiant, précisément le volleyball aussi, là, au cours des dernières années. Même que tout récemment, l'école Rochebelle a nommé leur Onium de volleyball, Gilles Lépine. Ça m'a touché, ça me gêne, mais ça m'a vraiment touché. Parce qu'effectivement, l'école Rochebelle, mon alma mater, a nommé un tournoi invitation scolaire qui s'appelle l'Omnium Gilles Lépine. Je l'avoue que celle-là, je l'ai faite ouf. Ça m'a intimidé. Flatté beaucoup, mais intimidé aussi. C'est comme, wow! Eh bien, là, j'ai envie de dire, t'es rendu vieux, Gilles. Mais non, mais non, j'ai vraiment apprécié. Puis c'est un de mes anciens joueurs qui est entraîneur là-bas qui a suggéré mon nom. Alors, ça me touche beaucoup, effectivement. Puis en 1982, quand tu as terminé ton bac en éducation physique, tu es devenu tout de suite coach pour le Cégep Sainte-Foy, on l'a mentionné tantôt. Mais tu t'es tout de suite impliqué dans le sport étudiant avec la RSEQ maintenant, là, qui s'appelle, que tout le monde connaît. Tu t'es impliqué immédiatement après tes études. Oui. Ça a été quoi ta source de motivation pour t'impliquer dans le sport étudiant? Il n'y avait pas vraiment de formation pour ça. Hein. Moi, c'est vraiment mon but. Je voulais être comme responsable de sport au collégial. J'aimais organiser des choses, j'aimais superviser les équipes. J'étais toujours là-dedans. J'étais président de l'association des étudiants à l'Université Laval en éducation physique. Bref, j'aime organiser des patentes. C'est vraiment dans mes passions. Et donc, il s'est ouvert un poste parce que j'avais ma formation, mais je savais que si je voulais aller là, il n'y avait pas d'autres formations universitaires qui auraient pu m'amener là. Puis si je voulais jouer au volleyball, il fallait que je sois à l'université. Alors, moi, le volleyball, là, vraiment, dans mon cas, le sport était un accrocheur à l'école, clairement. Parce que même au cégep, là, dans mon bulletin, là, il aurait pensé que j'étais dans le club d'échecs, parce que c'était marqué échec, échec, échec. Mais non, c'était des échecs académiques. Alors, tout ça pour dire que ça m'a accroché et je voulais vraiment m'embarquer là-dedans. Et quand ils ont ouvert le poste, puis on est dans les années sombres de l'emploiement, parce que les emplois n'étaient pas nombreux. On était plus de 50 personnes à postuler pour un travail à 7 000 à 8 000 pour l'année, puis 10 mois ou 9-10 mois. Alors, puis j'ai eu le poste, par mes implications et tout. Alors, je voulais toujours organiser des trucs. On partait de loin. Et quand je suis devenu, dans les années suivantes, je suis devenu directeur de ce qu'on appelait le scolaire, parce que c'était le primaire-secondaire. J'étais tout jeune, un jeune directeur. Puis on partait, il y avait une secrétaire et moi, c'est tout ce qu'il y avait. Puis 80 du budget, c'est une subvention. Puis là, on a parti les ligues, tranquillement, et ça grossit. Puis quand j'ai quitté 20 ans après, on était rendu à 1,5 million, 10 employés et tout, puis des ligues partout maintenant, à Québec, je te dirais, Appalaches. Alors ça l'entrepreneur en moi était vraiment content. Le gars qui aime organiser des patentes, parce qu'organiser un événement comme celui qu'on va organiser ici, c'est de l'entrepreneurial. C'est l'entrepreneurship. On a des défis à relever, il faut aller chercher le financement, il faut s'assurer que le produit va se vendre, il faut faire du marketing, il faut faire des communications. Alors, c'était la même chose. Je me suis senti comme un entrepreneur. Et ça me craquait. J'étais content de me lever le matin parce que j'étais l'entrepreneur, puis mon profit, c'est qu'il y avait plus de petits culs qu'à faire du sport. Et que j'allais aider, contribuer à une meilleure santé de ces jeunes-là. Et c'est ça qui m'a toujours motivé à faire ça. Puis je suis vraiment fier. Je veux te mentionner, puis ça, je te l'avais pas dit avant, mais moi, quand j'étais à l'école primaire, secondaire, là, on parle de début des années 2000, j'avais des petites cartes de sport de facto. Quand j'ai fait ma recherche sur toi, j'ai appris que tu es cofondateur de la stratégie pilote de ce projet-là. Oui. Donc, je vais juste te dire, tu as eu un impact auprès des jeunes au début des années 2000. Oui. Toutes les petites cartes, là, tout le monde s'en rappelle. Les cartes de Jim, effectivement, qu'on appelait. Jim, qui était le personnage qu'on avait développé. Jim comme gymnase. C'est une blague que je faisais quand je suis universitaire. On allait aux États-Unis jouer un tournoi, puis je cherchais M. Jim Nasium. Alors, Jim. Puis là, on a regardé le petit personnage, effectivement, avec son chapeau de réussite. Puis on a inversé. Après ça, ma fille a demandé avec raison, qu'on ait le côté féminin. On l'appelait Mig, un Jim réinversé. Et encore une fois, tu vois, ce Jim-là faisait fureur. Les gens se sont appropriés. On a fait faire des dessins, etc. Puis là, au niveau provincial, parce que c'est dans la région de Québec seulement, Québec, je te dirais, Appalaches. Et là, la région de la province, on dit hey, on va prendre ça, cette idée-là. Je dis OK, mais je vous laisse l'idée, vous ne changez rien, vous le prenez partout dans la province, tant mieux, ça va aider plein de jeunes. Mais moi, je veux garder les cartes.
Il me regarde, les cartes, Gilles, les cartes. Mon calcul était, si on peut multiplier le nombre de cartes, puis on avait à ce moment-là 60 000 jeunes, si on fait 4 cartes par jeune, ça fait 240 000 cartes. Puis pourquoi les cartes? C'est qu'à ce moment-là, mon fils était très jeune, puis c'était les Pokémon, la folie Pokémon. Puis je me disais, mais il y a des jeunes qui sont taxés à l'école primaire, mais qui font être obligés de donner une portion de leur lunch pour pouvoir avoir une carte en carton qui ne veut rien dire. Puis là, je me suis assis au sol avec mon fils de 11 ans, puis je dis, explique-moi un peu ça. Il m'a expliqué le Pokémon pendant 1 heure de temps. J'ai rien compris. Mais j'ai compris qu'il y avait des valeurs. Et là, j'ai pris les valeurs de la santé, donc activité physique, alimentation, esprit sportif. Puis on donne des points. Puis il y a des cartes qui valent plus que d'autres, puis on peut les échanger, puis on changeait les dessins. Et c'est le même que partie ces cartes-là. Et là, je voulais que les jeunes en aient assez. Là, on est cours d'école. Et les pushers de ces cartes-là, ça devait être les enseignants d'éducation physique au primaire. Puis les autres étaient vraiment contents. Et on a eu des témoignages incroyables. Puis là, maintenant, je pense qu'ils en font 1 million par année dans la région de ces fameuses cartes-là. Puis je me souviens de témoignages là, d'une mère qui était venue me voir, une proche. Puis elle m'a dit, tu me donnes les 42 cartes, Gilles, là, puis tu viens de me donner 42 belles journées pour mon fils autiste. Parce qu'elle lui donnait chaque matin, tu as eu un bon comportement. Les éducateurs physiques me disaient, Gilles, mai-juin, c'est difficile pour nous autres, mais on garde des cartes. Puis si on ramasse tous les ballons, je vais donner une carte à quelqu'un. Alors, ça devenait un outil méritoire pour les jeunes, valorisé, puis on vendait du sport, de la santé, puis de l'esprit sportif. Alors, c'est pour ça que j'étais vraiment, vraiment content. C'est un de mes beaux coups d'éclat, ça. Les cartes de gym, de facto pour le tabac, puis vraiment le mini-volleyball que j'ai inventé. C'est mes 3 grosses réussites là, que je suis vraiment, vraiment fier quand je regarde en arrière en disant « Wow, quand même, là, ça a tombé comme ça, par passion, mais ça s'est fait. » C'est tout des projets pour la santé, la vie active, pour les jeunes. Absolument. C'est incroyable, Gilles. C'est tout le temps là-dessus. Quand on a inventé de facto, on partait de loin, là. Le nombre de jeunes fumeurs était à 22-24 puis ça n'arrêtait pas d'augmenter, puis les maladies qu'elle a avec. Puis moi, je n'étais pas préoccupé, j'ai jamais vraiment fumé, alors je n'étais pas préoccupé. Puis quelqu'un est venu voir la santé publique, mais Gilles, tu fais ta job éducateur physique, mais vraiment, le tabac, là. Puis là, j'ai commencé à lire sur le tabac, là, la guerre du tabac, puis comment on était manipulé par le cartel du tabac. Puis je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens, tout ce qui est là. Puis là, il faut faire de quoi dans les écoles. Puis c'est là que j'ai commencé avec l'idée, convaincu du monde, on a postulé. On est allé voir ce qui se faisait de mieux. Puis les 2 choses qu'on a faites, c'est que il y avait en Australie l'équipe basketball féminine nationale qui faisait un programme publicisé sur leur chandail puis qui était pour arrêter de fumer. Mais moi, c'est pas arrêter, je voulais pas qu'ils commencent aussi, mais au moins l'idée était bonne. On utilisait le sport, les sportifs comme porte-étendard. L'autre chose que j'ai vue, qu'on a analysé, c'est en Floride, qui s'appelle le programme Truth, la vérité. Il disait la vérité, qui était les compagnies de tabac qui font des problèmes. Les fumeurs sont des victimes. Ils sont manipulés. Ah, OK. On a décidé de combiner les 2 ensemble, qu'on a appelé la vérité au début, après ça, de facto, donc les faits. Et donc, on a utilisé les athlètes des jeunes des écoles secondaires qui, eux autres, allaient porter le chandail. Alors, là, j'ai décidé que dans mon programme, que je faisais une demande de commandite de support financier de la part du gouvernement fédéral, que je voulais avoir 10 000 T-shirts qu'on allait mettre de facto dans le dos, puis qu'en avant, ils mettraient leur logo, que je donnais les gilets aux écoles, puis qu'eux autres auraient leur logo. Et c'est de même qu'est partie cette fièvre. J'avais été voir le Rouge et Or football, puis j'avais dit, moi, je vais mettre le logo de facto sur votre casque. La première fois, il n'avait jamais mis ça. Puis on a mis un logo de facto, puis la caméra, quand le joueur vient de faire un toucher, bien, etc. Alors, c'est le même que de facto a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et on a même donné des conférences. Je me suis même retrouvé à Rome à donner une conférence sur de facto. On est allé à des congrès un peu partout, même en Finlande, etc. On donnait une référence parce qu'on attaquait l'industrie du tabac plutôt que d'attaquer les fumeurs. Et on est vraiment content que maintenant... on fumait dans les restaurants, on fumait dans les avions. Et quand j'ai fait faire un sondage, qu'on savait que 75 des gens seraient contre qu'on fume dans les bars et les restaurants, bien, le maire de la ville m'a appelé le lendemain. Je vais vous voir. Parce qu'effectivement, on savait que les gens seraient d'accord avec ça. Et maintenant, bien, je suis vraiment content que mes enfants puissent aller au restaurant, et moi aussi, sans qu'il y ait de la fumée, parce qu'il y avait supposément un mur invisible qui faisait que la fumée ne venait pas sur nous autres. Alors ça n'existe plus. Puis dans les avions aussi. Alors, ça a été des beaux combats, mais ça a été dur des fois. Le tabac, particulièrement, là, quand j'ai reçu des mises en demeure, c'est la seule personne au Canada qui a reçu 3 fois les huissiers qui sont entrés chez moi dans mon bureau avec une mise en demeure des 3 présidents des grosses compagnies de tabac au Canada pour me dire, votre campagne, de facto, il faudrait l'arrêter. Parce qu'ils n'aimaient pas ça. On donnait leur nom avec leur salaire. On disait, ces gens-là font des millions de dollars en salaire pour vendre un produit qui tue le monde. Puis, tu sais,
j'ai voyagé énormément pour le sport, entre autres. Ouais. Quand tu t'en vas en Europe, ça fume encore énormément. Oui. Puis on arrive au Québec, c'est rendu plus normal de fumer. Oui. Dans le temps, on disait c'est rendu out. C'est plus in, pas en tout de fumer. On est rendu out. Si on revient au volleyball, le sport étudiant, oui. c'est incroyable. Moi, ce que j'aime du sport étudiant, c'est qu'on est proche des athlètes. Oui. Il y a des athlètes qui savent que c'est leur dernière portion de carrière compétitive, oui. qui ne veulent pas aller... Parce qu'atteindre un niveau de compétition olympique et internationale, il faut être dans les tops des tops des tops et il faut énormément de sacrifices. Oui. Par la suite, il y en a qui savent qu'ils veulent monter plus haut. Oui. On a vu Shaw à Québec, là, qui est incroyable, un Chilien. Au courant des dernières années, moi, je suis un fan fini, du rouge-or, j'y vais au volleyball. Il y a de plus en plus de monde au volleyball, rouge-or, c'est-tu moi? Ou... Oh, non, tu as tout à fait raison. On a battu des records cette année. Je suis vraiment content. C'est ma responsabilité. Je suis bénévole au sein du conseil d'administration parce que chaque club rouge-or a un conseil d'administration comme organisme sans but lucratif. Et ma responsabilité était d'événements. Puis moi, maniaque d'événements et de marketing, on a grimpé ça. Et les chiffres ont monté en flèche. On a triplé le nombre. On a eu 3 fois complet, 3000 personnes dans les gradins. Et on voit des chiffres aussi même au basketball qui ont augmenté. Le football recommence à prendre ses lettres de noblesse comme on avait avant la pandémie. Alors, effectivement, il y a un engouement pour le sport de façon générale. Et ça, c'est très, très bon parce que les jeunes qui viennent là, ils sont crinqués. Puis après ça, ils ont envie de continuer à jouer. Puis je continuerai dans ce que tu dis là. C'est vrai. Tu sais, par exemple, on parle de hockey parce que le hockey est une religion au Québec. Mais du midget qu'on disait 3A, il y a 1 sur 1000 qui va aller dans la... Alors, si on met tous nos œufs là-dedans puis qu'on voit notre jeune comme le fonds de pension, c'est une erreur. Donc, la même chose dans les autres sports. Toutefois, moi, je ne veux pas éteindre la passion d'un jeune pour son sport parce qu'il a envie de pousser. J'ai 14, 15, 16 ans, là, puis j'ai envie de me défoncer. C'est le sport que j'aime le plus. Moi, c'est le basketball, puis je voudrais aller jouer très haut. Je ne voudrais pas lui couper son plaisir. On sait qu'il est là. Mais garde-toi un plan B. Garde-toi un plan B au cas où ça ne va pas. Continue à étudier. Tu vois, quand je recrutais, puis j'étais responsable directeur du programme Rouge et Or, quand les jeunes venaient, puis on les recrutait, ou on allait les voir, puis là, il y avait les parents. Je disais toujours, presque, pas mal à chaque fois. Je dis aux jeunes, dans le fond, je veux t'arnaquer. Là, le jeune me regardait, je disais, dans le fond, je veux prendre ta passion en sport puis la transformer en diplôme universitaire. Alors, tu ne vas pas voir le temps passer, tu vas faire ton sport, tu ramasseras des médailles, des trophées, toutes sortes de choses, mais tu vas avoir un diplôme universitaire. Avec ça, tu peux au moins conduire un taxi, tu peux faire de quoi dans ta vie. Alors, c'est un peu ça. Et ça, les parents, ça les allumait. C'est que, oui, la passion, un peu comme un artiste, hein, c'est un peu ça. C'est une passion dévorante de faire notre sport, puis on aimerait aller le plus loin possible. Puis je l'ai eu, moi aussi, je peux la comprendre. Mais à un moment donné, tu attrapes le plafond, puis il y en a des plus grands, des plus forts, des plus hauts, puis ça arrive. Mais tout ce temps-là, tu as développé une qualité de vie, du plaisir, tu as eu des amis, tu as eu un objectif commun, tout ce qu'on a mentionné précédemment, toi et moi. Donc ça fait partie de... Ne pas gâcher le plaisir d'un jeune qui a une passion, mais lui faire développer son plan B, qui est peut-être de continuer au moins à étudier ou à se trouver un emploi ou un travail qui est stimulant parce qu'il y a de fortes chances qu'il va faire comme nous tous, puis il va se retrouver à travailler plutôt que jouer du ballon, par exemple. Oui. Puis, tu sais, le Norseca qu'il y a eu à Québec, la foule, quand Team Can jouait, la foule est en délire, là. Oui. Les partisans canadiens, québécois, on est mongols dans la tête, là. Oui. Puis là, on était 3000. Oui. Là, on rentre 8000, 10 000 ici. Vous êtes capables? On va remplir le stade Vidéotron. Les games du Canada, là. Ah, ça va être incroyable. Les gens vont avoir tellement une belle émotion. Puis en plus, c'est pas de notre faute, mais il y a un monsieur, comment il s'appelle, très orange au sud, là, qui s'appelle Trump, qui a craqué le sentiment d'appartenance. Alors, les gens vont avoir une grande fierté, puis ils l'ont déjà, comme on l'a vu avec la Coupe des Nations et tout. Oui. Alors, le même parallèle un peu va se faire. Là. Les gens vont être tellement fiers d'encourager leur équipe pour un sport très spectaculaire, qui est un des sports les plus spectaculaires aux Jeux olympiques. Donc, on va avoir une belle occasion de serrer les coudes ensemble encore, puis de vivre des belles émotions, puis nos jeunes à côté, puis nous comme adultes. Alors ça vaut cher. C'est difficile à mettre sur un fichier Excel, mais ton bonheur augmente, ton intérêt, ta santé va augmenter. Puis on ne peut pas le juger parce que tu vas vivre plus longtemps qu'on pense, mais c'est difficile à juger. Mais peut-être que ça va donner le goût à un jeune de raccrocher ou de continuer, ou un adulte de recommencer à faire du sport, ou qui va trouver une passion dans le volley ou dans l'autre sport. Puis ça, c'est encore une fois, ça coûte moins cher que des médicaments, c'est bon pour le moral, ça fait des gens plus heureux, puis ça fait une société plus heureuse aussi.
En termes de volleyball, est-ce qu'il y a de plus en plus de participants? Ah, c'est énorme, c'est fou, hein? La vague a commencé il y a plusieurs années, déjà, en Amérique du Nord, parce qu'il faut comprendre qu'ailleurs au monde, c'est fou, là. J'ai vu au Japon, là, il y avait comme 25 000 personnes à Tokyo pour un match à ce moment-là, là, de la Coupe du Monde, puis j'en revenais pas, là. Les joueurs sont des dieux, là, ils sont des magazines, ils sont partout, c'est le direct à télé et tout, là. C'est les joueurs du Canadien japonais, là, si tu veux. Alors, aux États-Unis, plusieurs milliers de high school, on s'en doute, 5-6 000, peut-être plus que ça. Depuis 3 ans maintenant, le sport chez les filles le plus populaire en avant de l'athlétisme, du basketball, de tous les autres sports, le soccer, c'est le volleyball. Pour toutes sortes de raisons. Mais chez les filles, ça a fait un boom. Tant et si bien qu'il y avait une équipe, une ligue l'an passé professionnelle féminine. Cette année, il y en a 2. Puis on annonce une 3e ligue professionnelle aux États-Unis de volleyball féminin. C'était jamais vu, puis ça passe sur ESPN et tout, là. C'est du gros niveau. Puis comme je dis, j'allais voir cette finale-là au printemps dernier, 17 000 personnes pour voir un match de volleyball féminin. Alors, ça monte. Et là, depuis cette année, la première fois presque en 50 ans, le sport le plus populaire présentement en termes de nombre d'équipes gars et filles éditionnées ensemble, là, au sport étudiant de la région de Québec, je te dirais c'est le volleyball. Alors, il y a des choses là-dedans qui rejoignent beaucoup de valeurs. Un peu moins de commotion, moins de blessures, moins d'agressivité, etc. Donc, c'est un sport qui rejoint pour toutes sortes de raisons. Je dis pas, tous les autres sports sont... J'adore tous les sports. Mais ce sport-là a présentement la faveur des gens pour toutes sortes de raisons. Alors oui, on le voit monter, on le voit grimper, puis ça n'arrête pas, là. C'est vraiment... Je suis vraiment content. Puis, comme bien des sports, si tu le fais... T'arrêteras à l'âge que tu voudras. Mais le transfert, on en a parlé tout à l'heure. Tu vas pas transférer d'un autre sport. Tu peux jouer au tennis, tu peux jouer au pickleball, tu pourras faire n'importe quoi d'autre. Mais au moins, tu es resté actif tout ce temps-là. Puis ça, puis le fait que tu joues à tous les niveaux. Puis en plus, j'allais ajouter quelque chose aussi. Oui, je sais, je suis peut-être un peu trop passionné puis biaisé. Mais moi, je joue dans les ligues présentement, mais on joue mix, là, 4 gars, 2 filles. Puis tu n'as pas le droit de contrer les filles. Tu comprends l'attitude? Puis les filles, ça fait du bien d'un groupe de gars. Ça calme un peu le pompon, là, des hormones un peu trop élevées. Alors, c'est très, très compétitif, mais très agréable. Puis, il y a des tournois mixtes comme ça, là, à la grandeur du Québec, partout. Alors, les gens peuvent jouer longtemps, longtemps. Alors, ça aussi, c'est une de ces grandes qualités, tant mieux. Tous ces sports-là qui peuvent se jouer longtemps, je suis juste content pour les gens. Puis là, VNL Québec, vous avez annoncé dernièrement que vous allez... Il y a la journée du mercredi, je pense que vous allez vous inviter les équipes. Oui, on invite, effectivement, tu as raison, on invite, on l'appelle la journée scolaire, mais ça peut être ouvert à tous les jeunes. Alors, on a une journée où on invite 1500, mais je vais donner du coup de coude là, pour qu'on monte à 2000 jeunes. Donc, on invite gratuitement à venir voir la VNL. Alors, les gens donnent c'est présentement dans les réseaux sociaux. Puis, le sport étudiant devrait diffuser ça à toutes les écoles. Alors, on invite gratuitement. On a des jeunes qui ont écrit du Saint-Jean, d'autres du Bas-Saint-Laurent. Alors, on a du monde qui vient un peu partout. Puis ça va être la fête des jeunes. Ils vont s'amuser comme des fous là-dedans, là, c'est certain. Puis ils vont avoir quand même un bon match. Là. C'est Bulgarie contre l'Argentine. Alors, je pense que ça va vraiment être quelque chose de très, très spectaculaire. Tu l'as mentionné tantôt, tu as été descripteur, commentateur pour 7 Jeux olympiques. Tu l'es aussi pour le Rouge et Or et les championnats canadiens. Cette année, tu as fait les 2 championnats canadiens, autant féminin que masculin. Y a-t-il une équipe qui s'est démarquée au niveau du championnat canadien cette année? Écoute, on a commencé par les filles. C'était incroyable à l'Université du Manitoba. Siri, c'est la joueuse vedette du Manitoba. Incroyable. Depuis qu'on la voit aller, elle a décidé de rester là parce qu'elle avait des offres pour aller jouer NCAA et tout, etc. C'est une joueuse exceptionnelle. Mais en équipe, là, ma palme, je la donne vraiment aux joueuses des Carabins. Ils ont fait des remontées spectaculaires. Ils ont été capables, ils ont fait preuve de sang-froid, particulièrement en demi-finale, ce qui les a amenés jusqu'à la médaille d'argent. C'était incroyable de voir cette équipe-là qui n'a pas vraiment bronché, là. On n'a jamais paniqué, puis qui ont joué du volleyball stimulé, motivé. J'étais fier pour elle, puis j'étais fier d'elle. Franchement, c'était une belle équipe à voir. Il y a des fiers représentants du Québec. Puis si les gars, encore là, le même phénomène arrive. On est à Brandon, puis c'est l'équipe locale qui gagne contre Vents et Marées, classée 8e, puis qui gagne en finale. L'amphithéâtre allait casser, là. C'était fou, là. Il y avait une ambiance incroyable. Ça, cette équipe-là m'a beaucoup impressionné parce qu'ils sont vraiment venus de l'arrière, là aussi. Ils ont été combatifs. Ils ont été supportés par la foule, mais ils l'ont fait. Mais le jeune homme là, qui vouait une carrière internationale
pour longtemps. Il s'appelle Eslinga. Il joue pour l'Alberta. Un homme à travers les enfants, là, tu sais. Il est haut, il est grand et puissant, il est tout tranquille. 6 pieds 7, quelque chose comme ça, mais il saute 3 mètres 55. Il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas 3 mètres 55 qui vont venir ici, là. Alors lui, il y a un avenir qui l'attend. Il y a déjà un contrat pro qui l'attend. Il a déjà signé. Et puis, tôt ou tard, on va le voir sur l'équipe nationale canadienne. Peut-être cet été déjà, on ne le sait pas. Alors ça m'a vraiment impressionné de voir un joueur de calibre international se retrouver dans le réseau universitaire. Comme ça, comme on en voit de temps en temps, mais on appelle ça des joueurs générationnels, mais c'en est un, ça. Ouais. Il te fait-tu penser un peu à Vicho? Oui et non. Beaucoup plus de hauteur, mais une détermination à la Vicho. Puis Vicho, il y avait une attaque dévastatrice, pas pour rien qu'il se retrouve professionnel sur l'équipe olympique du Chili. Alors, dans cette envergure d'athlète, oui. Dans le style un peu différent. Gilles, tu as été dans le monde du sport étudiant littéralement toute ta vie. Oui. Oh oui, jusqu'à Vancouver. Puis, ça serait quoi ton souhait pour le sport étudiant pour les 5 à 10 prochaines années? Je nous souhaite, qui est en train d'arriver, la reconnaissance sociale du sport en milieu d'éducation. Je m'explique. Lorsque je donnais un cours à l'Université Laval qui s'appelait Organisation d'événements sportifs, une des premières choses que je faisais, j'essayais de décrire la différence entre le développement du sport aux États-Unis et le développement du sport au Québec. Aux États-Unis, ça se développait autour de l'école. Quand l'équipe de football joue, toute la ville sort, va voir l'équipe de football. Au Québec, reculons de 50, 60 ans, on s'est développé autour de l'Église. C'est du sport paroissial. Le hockey l'hiver, baseball l'été. Donc, la paroisse était le centre. L'école était comme laissée à elle-même. Tu ne rentrais pas dans l'école. Les parents n'allaient pas voir les entraînements. Mais mon père, ma mère venaient pas me voir quand je m'entraînais ou quand je jouais au volleyball. C'était appartenant à l'école. Tandis qu'aux États-Unis, l'école fait partie du tissu social. Puis c'est comme ça que s'est développé le sport aux États-Unis, dont la fameuse NCAA, etc. Puis l'aboutissement des sports. Si tu veux jouer au football, tu passes par là. Si tu veux jouer au hockey, par exemple, prends l'exemple est flagrant. Si tu veux jouer au hockey professionnel aux États-Unis, tu passes par les universités, etc. Donc, l'institution, le milieu éducationnel fait partie du développement du sport, c'est intégré. Puis là, on commence à le vivre, là. On commence à le vivre depuis une vingtaine d'années au Québec et au Canada, U-Sport au niveau national, mais le RSEQ, etc. Donc, l'école fait partie intégrante du développement du sport. Puis, à mon avis, c'est là que ça devrait aller. Je m'explique. Si je désincarne le même jeune, par exemple, un frère et sœur jumelles, le gars fait un sport dit civil où il joue le soir à l'extérieur, peu importe le sport, peu importe que ce soit du hockey ou autre chose, il fait une connerie pendant l'entraînement, bien, il y a une conséquence là, mais il n'y a pas de conséquence à l'école. Sa sœur joue au basketball dans l'école, mais elle a fait une connerie à l'entraînement. Ça se peut que le directeur de l'école l'appelle puis qu'il dise « Hey, toi, là, tu vas tenir les oreilles droites parce qu'on ne fait pas ça ici. » Tu vois, il y a des conséquences reliées avec le sport et l'école. Et ça, c'est ce qui m'a toujours séduit. Tandis que l'autre est détaché de l'origine du sport dit paroissial ou civil. Alors, c'est pour ça que c'est ce que je souhaite, qu'on continue cette vague. Je sens ce tsunami-là qui continue à monter et que le milieu de l'enseignement fasse partie intégrante du développement du sport et de la santé. Ça doit faire partie de là. Puis ça part du cours d'éducation physique, l'intra, jusqu'à l'inter, jusqu'à ceux qui se rendront loin, mais c'est un continuum. Puis c'est ce que je peux souhaiter, que cette reconnaissance-là continue à monter. Puis une des façons pour que cette reconnaissance-là puisse continuer à monter, c'est d'encourager le sport étudiant. Ah oui. D'aller voir les games de votre université, peu importe vous êtes où au Québec. Oui. Il y a des universités dans plusieurs régions. Oui. Profitez-en pour y aller. Les billets sont pas chers. Absolument. Activité pour la famille. Mais votre jeune de 6 ans qui exact. Il y a 6 ans. Du volleyball, c'est du volleyball. Là. Il y a 12 ans, il y a 15 ans, tu les montres des jeunes, hommes et femmes, puis tu leur dis, vois-tu, là, la jeune femme qui est là, elle est étudiante, puis elle joue. Elle fait 2 choses de façon exceptionnelle, des études et du sport d'excellence. Puis ça peut être au collégial aussi, là, peu importe le niveau. Mais il y a des jeunes qui sont capables d'avoir cette vie, puis ils ne sont pas des jeunes, les jeunes sont capables d'avoir une vie équilibrée en faisant les deux. Puis ça va être la même chose pour les arts ou la musique, mais dans ce cas-ci, du sport, il y a l'activité ou la santé qui rentre en ligne de compte. Alors ça, je pense que c'est ça qu'on peut amener aux gens, les motiver, les craquer, donc
à embarquer dans le mouvement, à participer, à y assister, puis à l'utiliser comme modèle, ces jeunes-là, qui sont des beaux exemples. Puis tant mieux si tu fais juste, entre guillemets, de l'intramural dans ton école, mais au moins, tu bouges, tu es actif, ça fait partie du tissu. Puis cette reconnaissance-là. Puis la reconnaissance de l'éducation physique est fort importante aussi. Bien là, je prêche pour ma paroisse, mais ça s'appelle l'éducation physique à la santé. Hein. Ça fait partie du message qu'on doit avoir comme société. Moi, une chose que la pandémie a apporté, que je pense qui est vraiment bénéfique pour le sport étudiant, on va parler le sport étudiant canadien. Les Américains, ils ont la population d'avoir des codes d'écoute à la télé puis du broadcast à grand écran, à grande échelle. Ouais. Au niveau du Québec puis du Canada, il y a de plus en plus de webcasts de tous les sports étudiants, en bonne partie, surtout les sports qui sont facilement présentables en webcast, comme le soccer, le volleyball, le basket. Oui. Ben, j'ai été des soirs avec mon ami. Sur le divan, on a regardé la finale RSEQ qui était rendue à Sherbrooke. Là. Absolument. Fait que ça rend accessible ce sport-là. Des fois, je disais que pour développer le sport, particulièrement au Québec, on a probablement plus besoin de gens ou de spécialistes ou de fenêtres de communication plus que de ballons, si on veut développer l'activité physique chez les gens. Promouvoir le sport. Et c'est passé ma vie à faire ça. Moi, dans mon cas, c'est le beach volleyball, le mini volleyball puis le volleyball olympique. Ce sont les 3 facettes que j'ai toujours voulu pousser pour motiver. Donc, si on peut craquer ça, absolument. Puis je pense qu'il y a place à ça. Puis on doit faire une distinction de la fameuse NCAA. Je m'explique. Tu as ouvert un petit peu le chapitre, je vais l'ouvrir. Parce que d'un responsable de sport tant à UBC qu'à Laval, la NCAA fait miroiter des choses incroyables. D'être recruté par la NCAA pour un jeune, un aboutissement ultime dans bien des cas. Toutefois, quand on m'a posé la question, quand j'arrivais à la NCAA, je me souviens, un important monsieur alumni, là, très, très, très riche, là, qui me pose la question, mais que je pensais, est-ce que UBC devrait aller à la NCAA? Je dis, je vais vous dire ce que j'en pense. La NCAA, c'est une marque de commerce incroyable. Ils ont réussi quelque chose. Hein? Peut-être la plus grosse et une des plus riches organisations de sport au monde, quand on regarde tout ce qu'ils ont, là, les milliards qu'ils cherchent. Ils ont signé des contrats encore pour des milliards de dollars en toutes sortes de sports, en basket, en football, particulièrement. Mais la NCAA, il y a du Division 1, du Division 2, du Division 3, puis c'est pas toute la même force, là. Puis en plus, avec ce qui est arrivé, les bourses d'études, etc., il y a des jeunes qui s'en vont jouer professionnels, qui ont fait 1 an de basketball, s'en vont. Ils n'ont pas fait de grandes études, là. Puis si ça ne marche pas, s'ils se cassent la jambe ou il arrive quelque chose ou une bad luck, bien, ils se retrouvent sans diplôme et rien. Tandis qu'universitaire canadien, tu es aussi bien d'étudier parce que tu dois aboutir à avoir un diplôme quelque part. On t'oblige à être étudiant à temps plein, etc. Alors ça, c'est énorme comme valeur sociale. C'est-à-dire que pour nous autres, on ne désincarne pas de ton rôle d'étudiant. Tu dois être un étudiant pour pouvoir jouer. Puis, la plupart d'entre eux vont continuer parce qu'ils vont pas... Tu sais, il est rendu qu'il y a des jeunes qui font des millions de dollars à l'universitaire. Là. Ils sont rendus décrochés un petit peu de leur cours. Puis, il y a des gens... On a eu toutes sortes d'histoires, hein, sombres un peu sur la NCAA, etc. Et ça, ben se transformer, oui, c'est fort, c'est gros, mais quand je me souviens de 3 jeunes filles qui avaient été recrutées par le Kentucky du Sud, ou dans le sud du Kentucky, pour une équipe universitaire, puis étaient bien forts, puis ça sortit dans le journal, recrutées par NCAA. C'était de la division pseudo 3, puis l'entraîneur, à ce moment-là, Adair Duhart, a fait la recherche au Rouge Soccer. Gilles, ils ont gagné un match en 14 ou en 15 l'année dernière, puis c'est pas une université qui est prestigieuse. Est-ce que tu vas sortir de là avec un vrai diplôme solide? Non. Alors, c'est pas parce que c'est NCAA que tout est de l'or. Puis la leçon que je retirais aussi, il faut investir dans le sport. C'est-à-dire que, un petit détail, juste à côté. Je me suis retrouvé à suivre un colloque de la NCAA sur comment, Athletics and Fundraising, comment relever des fonds pour le programme de sport. Puis c'était à Indianapolis, où il y a le siège social. Puis j'avais une bonne amie que j'ai rencontrée dans les trucs internationaux qui était là-bas et elle m'a invité au siège social. J'ai pu visiter le siège social. Puis à un moment donné, devant moi, le type s'appelle Walter. Il fait 40 ans, 42 ans qu'il était à la NCAA, puis c'était le numéro 2. Là. Puis j'avais plein de questions pour lui, etc. Puis là, je rentre dans son bureau, puis là, je lui voler des questions, puis il me regarde, j'ai le temps un petit peu. Il dit, tu vois le tableau en arrière de moi, c'était le tableau des États-Unis, avec plein de petites épingles partout. Il dit, il y a 1100 universités,
1100 universités membres de la NCAA. Il dit, il y en a combien qui font plus d'argent qu'ils en perdent avec le sport? C'est-à-dire que leurs revenus dépassent leurs dépenses. 1100. Là, moi, dans ma tête, je pense au match de, je sais pas, moi, que je suis allé visiter LSU. Je me disais, hey, 100 000 personnes Ohio là, State. etc. Ohio State, 160 millions là, etc. Duke, un autre 80 millions. Je me dis, là, c'est une question piège, mais sur 1100, il doit bien en avoir 200. Il me regarde. 23. Pardon. Il dit, il y a 23 universités sur les 1100 que leurs revenus dépassent leurs dépenses. De sport. De sport, je parle. Par exemple, LSU vont donner jusqu'à 2 millions en bourse à des étudiants non-athlètes à cause du sport. Mais ça, c'est une exception. Puis là, tu vas voir dans Forbes, la revue Forbes, puis c'est vraiment ça, parce qu'ils doivent donner leur budget avec la... Ce qu'ils voulaient me mettre dans la figure, puis qu'ils m'ont mis dans la figure, c'est que les universités aux États-Unis investissent dans le sport. Ça leur fait une marque de commerce, là, quand même. C'est fort. Duke, je ne sais pas s'ils sont bons au plan académique, mais je sais qu'ils ont une maudite bonne équipe de basketball. Donc, cette image-là est très, très forte, puis ils l'entretiennent énormément. Tant mieux pour eux autres, mais nous autres, je pense qu'on n'est pas obligé de sombrer dans l'excès, puis de toujours se sentir complexé par rapport aux Américains. C'est pas tous les matchs de football universitaires américains qui ont 100 000 personnes. Non. Tu comprends? Il y en a plein qui n'ont pas 100 000 personnes. Pour ne pas être gêné de ce qu'on a comme produit ici. On est comme du bon niveau 2 très fort, mais avec du niveau 1 très fort en termes de réussite étudiante. Nos jeunes performent. J'avais fait faire une étude justement sur les athlètes du Rouge et Or. Si le taux de diplomation était de 75 ou peu importe à l'université de façon générale, il était 85 au niveau du Rouge et Or. Donc, ces étudiants-là, qui ont fait de la performance et tout, graduaient, 10 plus d'entre eux graduaient, finissaient avec un diplôme universitaire. Ça, c'est un investissement social. Alors, pour ça, tu vois, comment je pourrais dire ça, l'écart des fois que je peux avoir avec la NCAA, que j'apprécie énormément le marketing de cette organisation-là, mais c'est pas nécessairement ce que je voudrais imiter à plein. Pas vrai. Puis, juste pour faire un side note, tu as mentionné les matchs de football à 100 000. Le Nebraska, quand ils ont fait leur match de Division 1 de volleyball féminin dans le stadium, ils ont battu un record de stadium. Ils n'ont pas battu un record de football, ils n'ont pas battu un record d'un spectacle. 92 000 personnes. 92 000 personnes pour une game de volleyball. Juste de volleyball féminin. D1, universitaire. Pas pro, là. Universitaire. C'est... Ils nous l'ont mis dans la figure. Ouais. C'est possible. Puis ça, c'est la différence. Tu sais, le cours que je donnais à l'université, c'était événements, organisation d'événements sportifs. Puis la première question que je posais à mes étudiants, c'est quoi la différence entre une compétition sportive et un événement sportif? Ça, c'est un événement. C'est les spectateurs qui font que tu as un événement. Alors, si tu n'as pas de spectateurs, tu as un sacré beau match, mais si tu n'as pas de spectateurs, tu n'as pas un vrai show. Olympique de Tokyo 2021, mettons. T'sais, donc, si personne n'est gradin, c'est pas la même chose. Alors, ça, je pense qu'ils ont ce don-là, puis ça m'impressionne énormément, de créer un événement avec le sport qui devient une excuse pour créer un événement social. C'est ce qui va se passer ici à la VNL. Exact. Je pensais aux filles là, au Nebraska. Là. Ça a dû être une expérience d'une vie. J'étais ici, littéralement, il y a 1 mois ou 2 pour la journée de la femme, puis après le match des Remparts, il y avait le match des Titans de Limoilou. Ben oui. Des filles. Je suis de belle game. Je suis de belle game. Fait que, encouragez votre sport étudiant. Oui. Puis les fans, soyez présents. Puis ayez du fun. Ayez du fun. Ah oui. Il y a des animateurs de foule, il y a de la musique. Il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Puis là, pour ceux qui ont... Allez-vous... Est-ce que c'est avec la même gang qu'il y a le Fireball puis les Ace? Oui, absolument. Toutes les mêmes chorégraphies, les Ace, Monster Block, etc. Alors, c'est la même. Puis c'est une jeune Canadienne d'Ottawa qui fait l'animation un peu partout. Elle a fait aux Jeux olympiques à gauche à droite, puis qui va être ici, tellement content de le faire. Alors, c'est le même truc. Elle va être assistée d'une autre jeune Québécoise. Alors, ça va être vraiment intéressant. Puis on va donner une saveur québécoise et canadienne ici, absolument. Sur le podcast Santé Sport, Gilles, il y a tout le temps une question que je pose à tous mes invités. OK. J'ai pas le droit de me lever, là. Hein? Non, pas encore. Ah, okay. Ça veut dire quoi pour toi, être en santé? C'est bon ce que tu me dis là. Ça a été beaucoup de questions. Tu sais, quand j'ai été porte-parole des saines habitudes de vie ou le tabac et tout, etc. Puis quelqu'un m'avait sorti cette phrase-là. C'était un médecin brillant. Puis il avait dit, il faut que la santé soit autre chose, un peu plus que juste l'absence de maladie. C'est-à-dire, je suis en santé, je n'ai pas de maladie. Non.
je dirais, être en santé, entre guillemets, l'expression qu'on utilise beaucoup, être en forme, tu comprends? Être au moins en forme minimalement. Puis ça, que ce soit mon fils, que j'en parle, que ce soit d'autres personnes ou des gens qui sortent de blessures, si tu t'occupes pas de toi, personne ne va le faire. Puis ton corps, t'es pris avec. Alors, la santé, pour moi, c'est au moins d'avoir un minimum de forme, c'est-à-dire d'être en condition physique intéressante, que tu es obligé de courir 3 pas pour attraper l'autobus ou faire du vélo sans t'essouffler trop, bien, tant mieux. Puis pas être athlète olympique, mais au moins, pousse un peu tes capacités, puis trouve-toi du temps, parce qu'on n'a jamais le temps. Moi aussi, comme tout le monde, on passe à travers des périodes de notre vie où on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps de rien faire, puis on est le dernier à se servir. Mais si on ne s'occupe pas de notre carcasse, personne ne le fait. Alors, pour moi, être en santé, c'est être, entre guillemets, en forme, relatif à chacun d'entre nous, jusqu'où on peut aller. Pas pour aller aux Olympiques, mais au moins être en forme. Aller plus loin un peu que juste ne pas être malade. Avoir du plaisir avec ses enfants à l'extérieur, jouer au hockey. Être capable de tirer la balle parce que t'es grand-papa, tu tires la balle à ton garçon, à ta petite fille, ou etc. Ou qui sont capables de monter sur ton dos, puis t'es capable de rigoler avec eux autres, ou peu importe. Ou aller jouer un match de tennis avec ta fille, ou avec ton fils, ou avec tes amis. Être capable au moins de faire de quoi. Ou pickleball, qui est un sport qui est maintenant accessible à plein de monde. Oui. Bien, pourquoi pas? Alors, être capable de faire ça, c'est déjà énorme. Puis le plaisir que tu en ressens, puis tu améliores ta santé en faisant ça, parce que tout, tu passes, cardiovasculaire, les musculaires, tout. Alors, être capable de faire ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde. D'avoir au moins une activité sportive ou physique qui te fait plaisir, qui te fait du bien. En yoga, on dirait que c'est de la méditation. Est-ce que tu es capable de faire ça au moins? De trouver du temps quelque part pour toi? Parce que si tu ne le fais pas, encore une fois, personne ne va le faire pour toi. Merci, Gilles. Hey, ça fait grand plaisir. C'est vraiment... Je te félicite encore une fois. Quelle belle initiative que tu fais là, parler de sujets qui sont si importants, le sport et la santé. Puis peut-être que grâce à toi, le nombre de pilules va baisser un petit peu. Puis ça c'est un gain. Ça veut dire qu'un peu moins... Les lignes d'hôpital sont un peu moins longues. Puis bravo à toute ton équipe et tout le monde. Faites un travail extraordinaire. Merci beaucoup, Gilles. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur VNL Québec... oui. Sur quel site web qu'on peut aller? Gestev, si tu vas directement, Centre Vidéotron, bien sûr, Volleyball Canada, Volleyball Québec, vous allez avoir ces informations-là, ou sinon, faites comme tout le monde, googlisez ou ChatGPT, demandez VNL Québec, puis vous allez avoir toutes les informations, puis exact. Puis je vous laisse une primeur, mais elle va sortir à peu près en même temps, mais c'est pas grave. Mais il va y avoir un match préparatoire qui va se passer au PES de l'Université Laval le dimanche 8 juin. L'Italie contre le Canada. Alors, ne manquez pas ça non plus. L'équipe numéro 2 au monde contre le Canada? Numéro 4 contre le Canada. Oui, ça va se passer au PEPS, ça va être chez nous encore. Donc, le dimanche soir qui précède l'événement qui, lui, commence le mercredi. Puis, là, ici, on est au centre Vidéotron. Ouais. C'est grand. Le PEPS, c'est un petit peu plus petit, mais c'est quand même grand. Vous allez être collés ces joueurs. Oui. Absolument. T'as le nez dans le plastique, t'es capable de sentir leur jambière. Là. Ça va être spectaculaire. Bon, ben, merci beaucoup, Gilles, d'avoir été là. Ça fait grand plaisir. Bravo à toute votre gang, ton équipe ici, parce qu'on est juste nous deux, mais il y a beaucoup de monde qui travaille en arrière, puis ils font du bon travail aussi. Je nous souhaite un super bel événement, puis on se revoit au VNL Québec. J'espère donc. Venez vous amuser. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok. À bientôt.